super truc là. En charentaise, on est bien. Ah oui, bah oui. On le voit. Non, on est en direct avec Romaric, les amis, Enchanté. pour un nouvel épisode du podcast. Comment ça va, Romaric? Ça va bien, j'ai un beau t-shirt maintenant, je suis content. Grave. J'ai plus faim, j'ai bien mangé. Moi non plus. Putain. C'est un podcast sans transition là, les amis. On vous prend comme on est. On était ensemble là toute la matinée, c'était cool. J'avais envie de faire un podcast avec toi, Romaric. Ouais. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense pas que tout le monde te connaisse dans Pokémon, parce que tu fais plein d'autres choses et on va te faire découvrir aux auditeurs. Et aussi parce qu'on avait un autre podcast de prévu ensemble où tu as eu la gentillesse de m'inviter. Qui s'est pas Je fait. te renvoie l'appareil. Ouais. Je te renvoie l'appareil. Pour des raisons sombres. C'est la vie. On peut pas toujours, on peut pas toujours tout faire. Donc non, franchement, et t'avais pensé à moi à ce moment-là, et donc je te rends l'appareil, c'est normal. Présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore sur la chaîne, dans la communauté Pokémon et de Navarre et ailleurs. Ok, et ben Romaric, Siramor sur les réseaux. Je suis arrivé dans Pokémon, moi, il y a pas si longtemps. C'était en 2020, fin 2020. Ouais. Juste après le Covid, pendant le Covid et après Ouais. le Covid. Je suis retombé dedans par mon fils, qui s'est mis à découvrir les cartes Pokémon à l'école. On lui fait un coucou. On lui fait un coucou. Et du coup, en les redécouvrant avec lui, bah, ça m'a rappelé toute mon enfance, toute ma collection que j'ai vendue en brocante pour 30 balles. Comme tout le monde. Comme tout le monde, ouais. Il y a beaucoup des histoires comme ça. Et en rachetant d'abord un premier lot de cartes sur Vinted, pour, je sais pas, peut-être 20 balles à l'époque ou 25 €. C'était à l'époque, en fait, sur Vinted, tu trouvais encore des lots où il y avait vraiment des cartes intéressantes dedans, des gens qui se séparaient de toute une collection pour pas grand-chose, dans des états de croûte, mais c'est pas grave, tu découvrais des cartes. Et dans ce lot, parmi toutes les daubes qu'il pouvait y avoir dedans, il y avait un Lugia SL de Appel des légendes. Appel des légendes, série que je connaissais pas du tout. C'est quoi cette carte? Et j'ai vu la carte, j'ai dit putain, elle brille pas comme les autres, c'est bizarre. Moi, j'avais arrêté Pokémon à l'époque, entre Expédition et Aquapolis, tu vois, quand j'étais jeune, quoi. Oui. Et j'ai repris, c'était EB1 qui venait de sortir. Alors, il y a quelque chose près, il y a tout un gap de cartes que j'ai pas découverte. Et quand j'ai vu cette carte-là, j'ai dit putain, elle est belle, et puis je commence à chercher sur eBay, qu'est-ce que ça vaut. Et j'ai dit merde, j'ai acheté un lot 25 balles, il y a une carte, elle vaut déjà 50 dedans, c'était à peu près la prix dans l'état, ouais. Ça n'était pas neuf du tout, mais. Non, mais bien sûr. Du coup, je l'ai mis dans un classeur. Peut-être un truc à faire. Et fil en aiguille, j'ai racheté des displays EB1, Clash des Rebelles qu'on a ouvert comme des cochons. Et t'en as plus? Ah non, j'en ai plus. Non, c'était pas du tout dans un but de garder scellé, c'était vraiment pour découvrir les trucs. C'était le départ, ouais. Et du coup, j'ai tout ouvert comme un cochon, ouais. Des cases de EB1 et EB2. Au moins, vous avez kiffé. Tu vois, tu t'es fait un kiff, t'étais avec ton fils aussi. Donc, t'avais recommencé Pokémon comme ça. Et de fil en aiguille, donc 2020, 2021, à quel moment vraiment, même là, tu kiffes, tu ouvres, et à quel moment vraiment ça devient incontrôlable? Au bout de quelques semaines à peine. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ah, ça, tu m'avais pas dit, je savais pas. Ouais. C'est au début, je te dis, j'ai acheté un lot de cartes à 25 balles. Ouais. Au début, j'ai acheté peut-être un lot de 2 ou 3 displays, c'était sur Vinted, les achats. Ouais. Et tu voyais, en fait, j'avais un regard tout neuf sur Pokémon, je connaissais pas. Je sais qu'une display, c'était 6 € le booster, donc 216 € en bureau de tabac. Et je vois des mecs qui vendent des demi-displays ou des displays complètes. Et les demi-displays, tu les payais peut-être 70 €. Ah, il y a un problème, quoi. La display complète, c'était 120. Je dis, attends, ça va pas, c'est pas le bon prix. Je dis, bah, à ce prix-là, évidemment, je vais la prendre, je vais l'ouvrir, c'est moins cher. J'ai fait une affaire. Bah, ouais, grave. Si j'avais su et que je les avais gardés scellés, putain. Mais j'ai kiffé, j'ai adoré. Bah ouais, grave. Et là où j'ai commencé à faire la chaîne YouTube, c'est au moment où je commençais à ouvrir tellement, je savais plus quoi foutre de mes cartes. Et je me dis, putain, c'est con, j'ouvre franchement peut-être 100 boosters par semaine, quoi. Ouais. Pour moi, je dis autant en faire une petite chaîne YouTube partagée, et principalement pour garder en souvenir les ouvertures. Tout à fait, ouais. Et j'ai commencé à faire les vidéos, ça devait être en janvier 2021, et c'était à la sortie de Style de combat. Ok, ouais, je vois très bien, ouais. Dans les Style de vidéos, combat, EB5, ouais, c'est ça, ouais. Tu retrouves les premières que j'ai ouvertes, qu'on trouvait encore dans le commerce, t'avais les duos packs encore Clash des Rebelles et Ténèbres Embrasées. T'avais Destiny Occulte, qu'on trouvait encore assez facilement en ETB. Ouais, parce que toi, c'était pas encore la folie du Covid encore. Tu trouvais encore des trucs. Franchement, en ETB, Destiny Occulte, j'en ai eu à 50 balles, quoi. Ouais, donc en fait, t'avais de quoi faire même dans le coin des magasins et tout qui vendaient, ouais. Ouais, j'ai ouvert plein de trucs comme ça. Et après, j'ai découvert la gradation avec PCA. Ok, t'as commencé par ça, c'est intéressant, putain, c'est intéressant, vu ton parcours et tout, je pensais pas, ok, PCA en premier, ouais. PCA en premier, j'ai envoyé des croûtes, des foulards de Clash des Rebelles, des trucs, et je te jure que première fois que j'ai pris un 10,
C'était sur un Limonde de Galard en full art de Clash des Rebelles. Oh, Limonde. Heureux comme tout. Il y a encore la vidéo sur YouTube de la réception, je suis trop content. C'est ouf, c'est trop bien. Mais putain, je l'ai pas gardé cette carte, j'aurais dû la garder pour le kiff. La gloire d'avoir une 10 comme ça. C'est marrant de voir les chemins par lesquels t'es passé et même l'émotion et tout, et d'avoir ce regard là-dessus. Moi, je trouve ça génial, tu vois. C'est comme ça que normalement t'es censé apprécier Pokémon pour ce que c'est et tout. Et donc au final, chaîne YouTube. Et t'as directement eu le pseudo Cyramor. Tout de suite. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur le pseudo Cyramor? Le pseudo, c'est mon prénom, Romaric. C'est Romaric, ouais. Pour ceux qui ont des bons yeux, vous le verrez de très loin. Romaric, si tu le lis de la dernière lettre à la première, ça se lit Cyramor. Donc j'ai juste changé l'orthographe pour que ça fasse les Cyra décédés. Mais ça vient de mon prénom. Ok, c'est cool. Et la chaîne YouTube, depuis, toujours actif? Toujours active. Moins active ces derniers temps, je sors moins de vidéos. Pendant très longtemps, je sortais une vidéo par jour ou une vidéo tous les 2 jours avec de l'ouverture. Ah ouais, ça pareil, je savais pas. Ouais. Je savais pas. Pas forcément des grosses quantités, tu sais, ça peut être juste un petit coffret, un truc, mais je faisais vraiment tous les jours. Ouais. Dès que j'ouvrais un truc, je le filmais en fait. Et puis je partageais la vidéo. Et c'est devenu vraiment très contraignant parce que je voulais sortir une vidéo toujours à la même heure. Donc du coup, je l'ai tournée à la chaîne. Ça, je sais ce que c'est. Et je kiffais plus. Parce que tu vois, genre, ça devient une obligation en fait. 10 vidéos d'un coup, puis après il faut les monter, les mettre sur le drive, le machin, les charger dans YouTube. Et là je me dis, mais qu'est-ce que tu branles? Je veux dire, c'est bon, tu vas ouvrir un coffret à 20 balles. Maintenant, fais-le dans ton coin, grave. t'en profiteras tout autant. C'est passé à l'inverse. Au début, tu voulais partager parce que tu trouvais plein, et après, quand ça devient une obligation, tu dis, vas-y, j'ai envie de partager, certes, mais quand ça devient trop chiant, je me fais kiffer moi-même, c'est très bien. C'est fou ce changement. Et donc, à partir de quoi tu vas dire que tu as perdu un peu le rythme et tu as switché sur peut-être moins de vidéos? C'était à partir de quand? Tu te rappelles à peu près? Ah, ça fait pas si longtemps, hein. Je dirais que c'est... Ah ouais, tu as gardé un rythme donc pendant 2 ans et demi Ouais, c'est peut-être fin d'année dernière. Début de cette année même, je le faisais peut-être encore. Début 2024, ok. Ou alors il y a eu des périodes, il y a eu des moments où j'en mettais que 2 par semaine, couplé avec des shorts le reste du temps. Je sors toujours un truc par jour. C'est au moins un short tous les jours qui sort sur YouTube. Franchement, chapeau. Mais les shorts, c'est plus facile parce que avec les live voct, j'enregistre tout. Et dès que je sors une carte que je juge intéressante, je coupe le passage et je fais un short. Mais il n'y a pas de boulot. C'est juste découper. Tu coupes le passage, C'est déjà enregistré au format téléphone, tu coupes le passage, tu le charges. Mais peut-être des titres, enfin tu sais ce que tu dis à l'oral, à l'écrit, sur les shorts peut-être. En fait, ça, j'utilise CapCut. Ok. Et ça le fait tout seul. Ça le fait tout seul? Ah ouais, t'as juste à changer les fautes d'orthographe du truc, mais ça prend 3 secondes. C'est pas compliqué. Ouais, donc toujours autant de contenu créé et t'as plus de 7000 abonnés, non? 7500, ouais. 7500 abonnés sur la chaîne. Ouais. C'est beau, hein, vous qui nous écoutez, c'est beau, c'est incroyable d'avoir ces chiffres-là dans le TCG en général. Franchement, c'est cool. Et aujourd'hui, donc, ça fait maintenant quasiment 1 an que t'es passé professionnel? Non, ça fait 6 mois, c'était en mars. 6 mois que t'es passé professionnel. Ça fait 6 mois que je suis passé pro dans Pokémon, mais pas que. Aussi dans les cartes de sport, dans Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est dans vrai. un peu tous les... Et Harry Potter. Hein. Harry Potter aussi. Ouais. Bah ouais, parce que parle-nous un petit peu aussi de ton logo finalement. C'est vrai que t'as Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et Harry Potter. Ouais. Et Harry Potter, c'est arrivé quand dans cette timeline? Dans mon parcours de collection de quand j'étais plus jeune, Harry Potter, c'est arrivé au moment de sa sortie. Okay. En même temps que Pokémon, si tu veux, on avait les cartes Pokémon 80. qui étaient très populaires à... 19, 2000 Ouais. 2000. 2000, t'as 2001, les premières sorties de cartes Harry Potter en français. Et quand j'ai repris Pokémon, très vite, il y a eu les films Harry Potter qui sont sortis. Moi, j'avais pas lu les livres à l'époque. J'ai connu avec le premier film au ciné. Et je suis tombé dedans, quoi. Vraiment, j'ai adoré. Et quand j'ai vu le jeu de cartes, j'ai dit, waouh. Et on s'est retrouvés dans des ligues avec mon frangin à aller jouer au jeu Harry Potter à l'époque. Un truc de fou, ouais. Et on faisait ça aussi avec Pokémon. On était joueurs tous les deux. Ok. Et après Yu-Gi-Oh, après Magic, on a joué un petit peu à tout. Toujours, ouais. On n'était pas des joueurs hardcore, hein, vraiment. Mais vous tranquille. Vous connaissez les règles, vous savez jouer. Ouais. Pas compétitif du tout. C'était vraiment le jeu plaisir. Tu kiffais quoi, ouais. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ok. Plus sur Pokémon parce que le jeu me plaît pas. Mais Harry Potter, j'y joue encore. C'est vrai. Magic aussi. Et Yu-Gi, j'ai pas suivi du tout. C'est trop le bordel. Et Yu-Gi-Oh, c'est trop le bordel. Pour les gens qui nous suivent et qui sont vachement axés Pokémon, en tout cas qui, moi, me suivent, parce que tu sais que c'est vrai que je m'éparpille pas trop, déjà parce que j'ai pas la même connaissance dans les autres sujets que Pokémon, donc tu vois, j'aime pas m'aventurer, j'aime pas parler de ce que je connais pas. C'est pour ça aussi que je voulais qu'on fasse ce podcast, d'avoir quelqu'un qui justement sait de quoi il parle sur tous ces différents TCG, notamment les cartes de sport. On a l'occasion d'y revenir. Tu m'as montré hors caméra là des trucs incroyables, et même
les discussions qu'on a sur les éditeurs, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes, comment est-ce que ça fonctionne au marché de l'approvisionnement, comment tu les vends, combien, etc. Je trouve ça passionnant. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais ouais, j'avoue que moi, du coup, je suis pas trop le sport. Mais pour en revenir à Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, c'est devenu, je sais pas ce qu'ils font en fait. Il y a le Rush Duel, il y a Speed Duel, ils font des sorties tout le temps. Moi, je joue à Yu-Gi-Oh! Duel Links. Duel Links, c'est un jeu mobile. C'est pas Yu-Gi-Oh! Player, c'est pas TCG Player. C'est-à-dire que c'est vraiment un univers mobile dans lequel tu peux avoir tes cartes préférées, tes personnages préférés, jouer quand même un peu aux cartes. Ça devient n'importe quoi, même sur l'appli, même sur leur propre appli, leur propre jeu. Ils font la promotion, tu vois, des dernières sorties. Ouais. Tu peux acheter en dématérialisé des cartes qui viennent de ces nouvelles séries d'ailleurs. Mais ça devient n'importe quoi. Il y a 10 mondes différents. Speed Duel, Rush Duel, c'est Yu-Gi-Oh! Ça part dans tous les sens. Bref, passons. Mais donc, du coup, Yu-Gi-Oh! T'es plus dedans. Non. Magic un peu encore? Magic, je joue en commandeur un petit peu. Avec mon fils. Ah ouais? Ouais. C'est ouf. On a 4 decks chacun et de temps en temps on se fait une petite bataille, tu vois. Okay. C'est des decks très simples, tu vois, qui valent peut-être 15-20 euros, toutes cartes confondues. Il y a 100 cartes dans un deck. Donc c'est des decks vraiment pour jouer. C'est pour jouer et il n'y a aucune carte chère dedans. C'est vraiment juste pour le plaisir de découvrir le jeu, d'essayer différents decks. On a fait pareil avec l'Orcana, on s'est monté un deck chacun et on joue un petit peu de manière très casual, quoi. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs, l'Orcana? Si tu veux qu'on garde ça pour après, pour maintenant? Non, L'Orcana, t'aimes bien aussi, ouais. L'Orcana, moi j'aime. Alors, j'ai fait une vidéo quand le chapitre 1 est sorti, c'était avec toi qu'on avait ouvert la display chapitre 1. Oui. Premier print, pareil, encore une idée de génie d'ouvrir ça. Ouais. Ah, il y a la petite sœur là-bas en haut à droite. Grave, ouais. Et quand on a ouvert ça, j'ai vu les cartes, j'ai dit putain, mais Ravensburger se fout de notre gueule. C'est une qualité dégueulasse. Dégueulasse, ouais. Et j'étais horrifié par la qualité des cartes. Et la qualité des displays aussi, hein. Il y a eu des gros problèmes avec les first print et tout, c'est pas faux, ouais. Et je vois dans les commentaires de la vidéo où je fais un truc genre FOMO, n'allez pas là-dessus, enfin attendez, les prix vont se tasser, et c'est pas le cas du tout, hein, les prix ont continué de monter largement sur le chapitre 1, en tout cas sur le premier print, mais c'est vrai aussi sur la suite. Moi, la qualité de carte, elle m'a pas convaincu, mais ça a marqué les joueurs parce que le jeu, faut avouer qu'il est vraiment bien fait. C'est vrai, il est bien fait. Et il est hyper agréable à jouer. Les mecs m'ont dit, ouais, vas-y, joue, tu verras, tu comprendras. Bon, je l'ai fait, effectivement, vous aviez raison. Okay. Mais c'est ouf parce que, en plus d'être collectionneur d'un certain côté, t'as aussi la casquette joueur, t'as aussi la casquette pro. Je trouve ça vraiment bien et ton profil est super intéressant. Et j'avoue que de ce point de vue-là, j'ai des énormes lacunes. Je sais jouer à Magic, vite fait. Je sais jouer à Yu-Gi-Oh! Plutôt bien et j'étais plutôt à bon niveau. Mais Pokémon, je sais pas jouer. L'Orcana, je m'intéresse peu ou pas. Et donc, le fait que tu puisses justement en parler et tout, c'est intéressant. J'ai beaucoup de personnes, d'ailleurs, dans la communauté qui me disent « Mais si, l'Orcana, truc. » En fait, c'est juste que je peux pas, les gars, je peux pas en parler. Donc, de t'avoir, ça va être vraiment intéressant là aujourd'hui. Ouais, et l'Orcana, tu t'en vends un petit peu ou... Non, j'en vends pas. J'ai fait peut-être une case quand il y a une série qui sort de display sur Vox pour découvrir moi aussi la série. Okay. Mais en dehors de ça, non, j'en vends pas. Ça roule. J'aime bien le jeu. Je suis content de jouer. Mais je joue encore avec mon fils, mais avec des decks très basiques. Je suis pas rentré dans le délire de compète, à aller faire du deck building et tout. Oui. On joue avec les starters que t'achètes. Même 2-3 cartes qui nous plaisaient en plus dedans qu'on a remplacées. Oui, et puis tu joues avec les decks préconstruits. Ouais. C'est très bien. Et de parler du jeu, je pourrais pas parce que les mecs qui construisent des decks, il y a plein de choses que je maîtrise pas dans le jeu, des cartes qui fonctionnent ensemble avec des combos, je sais pas. Ouais, non, on va pas parler de forcément ça, mais en tout cas, et puis je sais que tu as des belles pièces aussi. On passe un coucou à Alex Accorsi, tu as des belles pièces aussi de collection. Ah oui, c'est la sketch qu'il m'a fait Alex de collection de TCG, l'Orcana. Ah non, mais c'est intéressant. Bah voilà, donc un profil incroyable avec plein de différentes choses que tu as faites. Et ton fils, notamment, avec qui tu partages tous ces moments, on le rappelle, tu m'as dit hors caméra, il est très jeune, donc qui joue à Magic, qui joue à l'Orcana. Pour lui, pour éveiller, pour apprendre, je pense que c'est aussi intéressant. Hein. Je pense que tu dois passer des moments de ouf avec lui. Ah ouais, bah c'est bien qu'il aime bien. Je l'ai pas forcé, c'est lui qui m'a demandé. Parce que Magic, c'est... Normalement, il n'y a pas marqué 12+ sur les boîtes ou un truc comme ça Magic, c'est un peu plus dur, mais si tu joues avec les mécaniques de base, tu comprends vite le fonctionnement, c'est pas incroyable. Après, le commandeur, tu as quand même ton commandant, donc tu as un aspect en plus du jeu où tu démarres avec tes 20 points de vie de base. C'est pas tout à fait la même chose, mais une fois que tu as compris la manip, après, au début, on joue avec les cartes à découvert. Bien sûr. Tu lui montres et petit à petit, il apprend, il comprend. Il comprend, ok.
Bah, franchement, super cool. Et donc là, si on reprend le parcours, depuis mars, tu as lancé ta boutique. Ouais. Tu es majoritairement sur Voct, si je dis pas de bêtises. Majoritairement sur Voct, le site internet aussi qui fonctionne bien. Aussi, ouais. Après, j'utilise peu les plateformes de type eBay et compagnie. Ouais. J'ai utilisé GCC. Ouais. GCC avec qui ça marche très bien. On en parlait je aussi. suis très content. Ouais, pareillement. Et j'ai utilisé Goldin. Ah, dis-moi en plus alors sur Goldin, si t'en parles. Goldin, c'était en Allemagne, il y avait une convention majoritairement carte de sport, mais aussi Pokémon. Ah oui, t'étais allé. Ouais, à Francfort. Ouais. Donc je suis allé à Francfort, Goldin était là, je dis faut que j'aille là-bas pour voir Goldin parce que j'avais des sketchs Harry Potter faits par les artistes originaux, tu sais, je t'avais montré, j'avais ramené chez toi. Ouais. Et je dis pourquoi pas me séparer dans des 4, j'en avais 4, j'en ai plus que 3. Il y en a un qui a été vendu chez Goldin. Donc l'estimation de Goldin était autour de ce que je pensais, on était entre 1000 et 1500 euros le sketch, mais c'est fourré au milieu de leur vente, comment ils appellent ça, le non-sport en fait. Non-sport, Elite Art, je sais pas quoi. Voilà, c'est tout ce qui va concerner les TCG, mais pas que. Tu vas retrouver aussi des livres Harry Potter, tu vas retrouver d'autres... c'est la pop culture en fait. Pop culture Auction, c'était celle du mois de septembre. Donc je vois que l'enchère décolle pas au début, la mise à prix était à 100$, et au bout d'un moment, la mise à prix descend. Chez eux, si 100$ ça part pas, tu repars à 50. Au bout d'une semaine, et t'as 10 jours d'enchère. Et la mise à prix part à 50, et je vois qu'il y a quelqu'un qui met une enchère, et ça tient comme ça jusqu'au dernier jour. Je dis, c'est pas possible, le truc s'il part à 50$, moi je suis foutu, il n'y a pas de prix de réserve, rien. Ça s'est vendu 135$. Wow. Donc je me suis fait arracher la gueule sur ce produit-là, parce que ils font de la communication très très forte sur les pièces les plus prisées qu'ils ont sur leur vente. Et le reste, ça passe inaperçu. Tu vas te faire foutre en fait. C'est vrai. Ah ouais. Il n'y a rien. Zéro. Et malheureusement, tu ne pourrais rien faire. Et non, si tu l'as plus, c'est que tu as vendu. honoré la commande. Bien sûr, tu n'as pas le choix. C'est comme ça. C'est le jeu après. Les enchères, des fois ça gagne, des fois ça perd. C'est fou. Mais la vision qu'on a de Goldin en voyant leur émission, c'est vrai que si tu tombes sur une carte qui vaut très cher, je pense principalement au sport, parce que c'est là où il va y avoir des choses qui valent peut-être, on va dire, plus de 20 000$. Plus de 20 000$, ouais. Là, c'est le bon endroit pour aller vendre ta carte. Chiffre, quoi. Ouais, parce qu'ils vont t'aider dans la communication, ils vont la montrer, tu vas faire sans doute une très bonne opération en la vendant avec eux. Ouais. Mais pour tout ce qui est un petit peu plus produit d'entrée, milieu de gamme, en dessous de 10 000 balles, c'est plus compliqué. C'est très chaud. D'aller s'en sortir avec Goldin. De mon expérience, peut-être que d'autres auront un avis différent, mais le mien était vraiment pas bon. Après, c'est intéressant. Et en plus, déjà, premièrement, tu as fait l'effort d'aller les voir, tu es allé jusqu'à Francfort. Je veux dire, toi, de ton côté, effectivement, tu pouvais pas faire mieux. S'il y a un problème sur la vente, ça peut être dû au manque de communication, ça peut être dû au manque de visibilité aussi des objets. Peut-être que tu vois, ils mettent en tête de liste les choses qui sont les plus intéressantes, et après, tu as un énorme drop. J'étais le lot numéro 1165. Ouais, voilà. Donc, en fait, tu te retrouves comme sur une vidéo YouTube. Tu vois, tu vas dans ton espace créateur, tu tapes la vidéo, tu as 100% d'écoute, première 30 secondes, 50%, et après, tu n'as plus que 20% de personnes qui sont encore sur la vente, donc moins de personnes intéressées. Et peut-être que tu as partagé sur tes réseaux et tout, mais après, ton réseau, il est limité par... par le fait qu'on n'est pas aux États-Unis. Et les frais d'envoi, ils sont aberrants. Hein. Si tu passes par FedEx, tu prends 90$ d'envoi. Non, moi je l'aurais déposé en main propre. Ah oui, voilà. Mais celui qui l'achète, si c'est un Français ou un Européen qui l'achète, il va payer 90$ d'envoi plus la douane. C'est vite, c'est restrictif de ouf. Hein. Ok. Et je leur ai pas laissé que ça, malheureusement. Ah, j'étais pas au courant. Bon, en tout cas, on va pas parler des expériences négatives, c'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Je sais aussi que tu étais venu la première édition, merci d'être venu d'ailleurs au Conseil Indigo aussi, et tu avais aussi cette envie d'apprendre comment, pourquoi pas, créer ta propre boutique, etc. J'espère qu'on t'a aidé à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a des choses, même si, tu vois, moi, je vais donner des infos, un spécialiste de l'entrepreneuriat va donner des infos, il y a des erreurs. Tu maîtrises pas tout. Voilà, il y a des erreurs que tu es obligé pour apprendre. Non, mais il faut les faire. Voilà, pour apprendre, tu es obligé de faire certaines erreurs. C'est pas grave. Et c'est là où aussi, je pense, je vais vous parler à vous, tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent peut-être. Vous voyez beaucoup sur les réseaux, on en parlait à midi, l'envers du décor, nanani, c'est sympa, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça. Regardez le nombre de followers, regardez le nombre de vues que je fais. Oh, ça marche bien, j'ai vendu ça, tel prix, etc. Mais l'envers du décor, la réalité, c'est que toutes les réussites, elles vont être mises en avant, mais les échecs, on va pas forcément en parler. On va vous vendre ce qu'il y a de mieux, alors qu'en réalité, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail,
Tu vois, on parlait du nombre de vidéos que tu fais par jour. Tu te rends compte, la planification, le montage, le tournage, mettre en ligne une vidéo par jour, les gars, je sais pas si vous le vrai problème, c'était pas le temps, hein, c'était la dépense. Hein. La dépense aussi, Parce voilà, que l'investissement. En boutique, tu es obligé d'aller en grande surface, hein, majoritairement, ou dans les petites boutiques locales, pour aller trouver des produits. Mais quand tous les jours, tu fais une ouverture à 25 balles, quand c'est un coffret, ça va, mais quand c'est une TB à 60, c'est plus la même. C'est clair. Au cumul de tout ça, franchement, j'ai laissé des plumes. Hein. Après, j'ai adoré, hein, parce que c'était une période où je voulais ouvrir comme un cochon. J'aimais ça, j'aime toujours ça, mais j'ai appris à mesurer mes pulsions. Et puis les ouvertures aussi, on en parlait, tu vois, parce que au final, quand tu veux ouvrir et te faire kiffer, c'est très bien, mais ouais, il faut moins regarder le côté ce que tu vas drop derrière. Ah mais non, c'est pas. C'est un jeu de hasard, t'es perdu, c'est une dépense, ouais. C'est une dépense. Mais bon, en tout cas, du point de vue des réseaux sociaux et tout, c'est sûr que quand on devient pro, quand on se lance, on voit pas tout l'envers du décor et en vrai, c'est dur. Hein. Faut s'accrocher, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, parfois collectionner dans son coin, le faire en tant que particulier, à son niveau, chacun à son niveau, chacun ses expériences à son niveau. Et parfois, c'est très bien hein, plutôt que de croire que on va vous vendre du rêve. Il y en a beaucoup aussi qui tombent dans ce panneau. Je vais acheter tel display, tel truc, tel machin. Je vais ouvrir la folie, je vais drop. Je sais pas, tu sais, à l'époque de EB, c'était beaucoup ce qui se faisait sur les groupes Facebook. Il y avait des gens qui achetaient beaucoup de displays épée, bouclier, évolution céleste. Oui. Et tu voyais des mecs qui disaient « Oh, je suis allé dans un bureau de tabac, regardez, j'ai eu Rayquaza. » J'ai acheté un booster, j'ai eu Rayquaza, j'ai eu Noctali. Et tous les autres derrière qui n'ont jamais rien eu. Voilà, c'est ça. Donc ça, on n'en parle pas souvent. C'est intéressant que tu parles d'un certain côté. C'est relou, mais des échecs, du fait qu'on apprenne, c'est sûr. Mais en tout cas... aujourd'hui, je pense que tu t'en sors quand même bien. Je trouve que tu as une super image. Je trouve que ce que tu fais est incroyable. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai vu les Mystery Boubou que tu fais et tout. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, on peut en montrer pour ceux qui nous regardent. Ceux qui ne connaîtraient pas. Le Mystery Boubou, c'est des packs de sport. Je l'avais fait aussi sur Pokémon, mais sur Pokémon, c'est très compliqué à faire. Ouais, plus compliqué à faire, ouais. À cause du coût. D'accord. Parce que si tu veux faire ça sur du Pokémon, même en regardant des séries récentes, il faut des séries qui parlent aux gens. Donc il faut de l'évolution céleste, il faut du 151, il faut du EB, il faut des boosters qui soient cool. Et si tu fais vraiment le truc bien, en mettant une enveloppe sur 3 où tu as un booster vraiment cool, tu peux pas gagner d'argent en vendant ça parce que tu prends la TVA dans les dents. Ouais. C'est un truc c'est 20% dans la vie. C'est 20%. Et tu peux pas acheter bien du 151, du EB, enfin tu vas l'acheter au prix, et la seule solution c'est de l'acheter maintenant, de le garder 2 ans, et de faire la mystérie 2 ans après, et accepter de vendre un peu moins cher que le prix du marché pour que ce soit rentable. C'est ça, ça fonctionne pas. Ouais, sur Pokémon c'est compliqué. Écoutez bien, c'est super intéressant les amis. Ouais, vas-y, donc du coup, dans Pokémon dur, à moins, du coup, le sous-jacent c'est ce que tu es en train de dire, c'est à moins de vendre trop cher. Donc voilà, les amis, écoutez bien, voilà. Je dis pas que c'est pas bien de vendre trop cher, pas du tout. Hein. Mais quand tu achètes un mystérie, s'il est bien fait, et parce si que le ça mec qu'on recherche, doit gagner sa vie, c'est ça. Il faut accepter de l'acheter au moins 20% au-dessus de la valeur de ce que tu peux obtenir dedans. Ouais. C'est comme ça. Et ce qui est bien, c'est les mystéries où tu vas avoir des mecs qui ont des gros budgets. Ouais. Alors, je pense à un exemple, c'était Kibiki, qui a fait les Shin Pipax, qui étaient très bien faits. Parce que tu avais vraiment possibilité d'avoir du gros booster. Ouais. J'ai pas d'affiliation avec Kibiki. Hein. Non, mais quand le travail est bien fait, faut en parler. Il m'a fait essayer ses produits, je l'ai trouvé très bien. Moi, j'ai pas eu de chance dans les miens. Mais tu pouvais avoir du HGSS, tu pouvais avoir du Rocket, tu avais du Jungle, et à côté de ça, évidemment, tu avais des séries récentes. Bien entendu. Et dans le pire des cas, tu avais toujours un EB. Tu payais, alors je sais plus combien il y avait de boosters dedans, c'était 2+1, je crois, ou 3 simples, ou 3 écarlates et violets, plus un qui était au moins un EB, mais voire un truc beaucoup mieux. Et je crois que tu étais à 10 € le booster. Quand tu achetais, donc 40 € tu payais, mais tu pouvais avoir des trucs vraiment très bien, très chers, mieux très bien. Mieux que... Les prix que j'annonce sont peut-être pas pile poil ce que c'était au moment où c'est sorti, mais c'était dans ces eaux-là. Et c'est vrai que si tu avais une mystérie perdante, tu payais 10 balles ton booster, qui vaut 5-6 dans le commerce. Mais c'est le jeu, quoi. Ouais, c'est le jeu, ouais. Si tu fais un mystérie qui a des gagnants, des perdants, il faut l'accepter. C'était faire. Il y avait vraiment ce qui était annoncé dedans, était dedans. Et le problème des mystéries, je pense que c'est tous les gens qui vendent un peu du rêve. Où ils vont te dire, ouais, j'ai mis un booster Rocket, mais t'as un booster Rocket noyé au milieu de plein d'écarlates et violets. Et en fait, le booster Rocket... il est bien resté dans le tiroir ou dans une enveloppe avec un petit point doré derrière pour être sûr de la reconnaître. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas toujours bien fait, les mystéries. Ceux qui sont friands de ça, je comprends, mais achetez-les à des gens qui sont réputés comme étant justes dans ce qu'ils font. Et puis, et puis regardez aussi les avis avant aussi, c'est super important. Même si des fois, ça peut être, entre guillemets, un peu tricky dans le sens où
les gens qui ont une mauvaise expérience, peut-être que des fois, tu vois, c'est souvent, hein, dans nos milieux à nous, ça va se régler en off quand il y a trop de soucis. Mais du coup, ouais, et là, maintenant, avec les cartes de sport, j'ai vu ce que tu fais et j'avoue que c'est vraiment bien parce que, comme tu dis, tu donnes de la valeur aux gens parce que tu as vraiment des mystery boosters qui sont vraiment bien faits et tu m'as, enfin, je vais te le dire honnêtement, grâce à toi, j'ai un nouveau regard sur les mystery boosters. Mais ça date d'il y a littéralement une heure, quoi. Parce que moi, avant mystery booster, parce qu'en fait, tu m'as montré en détail vraiment, tu m'as montré ce que tu faisais et tout. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que, effectivement, quand c'est bien fait, quand ça a été pensé, réfléchi correctement, je pense honnêtement que les gens peuvent vraiment s'y retrouver tout en ayant ce côté surprise. Oui. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est cette montée de dopamine-là, quand tu reçois ton Mystery Booster, comme quand tu ouvres ton paquet, en général, tu vois, ta display, t'as ton ETB. Mais là, le fait d'avoir en plus un packaging en plus, j'ai trouvé ça vrai. Enfin, en vrai, même moi, là, je suis en train de me dire, c'est sympa. Donc, je comprends pourquoi vous achetez, les gars. Mais voilà, la moralité de l'histoire, c'est faites quand même attention. Ouais. On n'est pas là pour faire les moralisateurs, mais c'est vrai que c'est important d'en parler. Et donc, tu as ce format-là. Tu fais aussi des lives ouverture où tu vends directement à la display scellée, des boîtes, voilà, tu vois des cases. Alors, je fais aussi du Pokémon sur Vox, mais de moins en moins, pour des raisons évidentes de marge qui sont dégueulasses sur Pokémon. Ouais. Sur le sport, c'est beaucoup moins vrai, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir des produits qui sont intéressants. Et il y a un choix beaucoup plus important dans le sport. Ouais, aussi. En fait, le problème de Pokémon, c'est que quand tu arrives sur une application comme Vogt, Whatnot ou Blister, enfin toutes les applications qui existent, s'il y a une série qui sort, tu vas avoir une vague de gens qui vont tous faire la même chose. Tous au même prix. Ouais. Et t'as juste un mec qui, selon toi, va être plus sympa ou moins sympa, et c'est ça qui va déterminer si tu vas aller acheter chez lui ou chez un autre. Mais globalement, tout le monde fait la même chose au même prix, de la même manière. Ou alors, avec des jeux de roulette un peu bizarres pour gagner une PS5 qui n'existe pas. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est quelque chose. Que dans le sport, il existe des cartes pour tous les sports existants. Il existe des boîtes multisports. Il existe des boîtes où tu es à peu près sûr d'avoir une valeur de carte correspondante dedans. D'autres où tu peux aller chasser des cartes qui valent 50, 60 000, 100 000, beaucoup plus. Et où tu peux ne pas avoir de chance et n'avoir rien du tout. Mais il y en a pour tous les goûts dans le sport. Et même variété. Sur un seul sport, tu prends le basket, et tu vas avoir le basket chez Panini, le basket chez Topps, tu vas avoir une vingtaine de séries qui sortent sur une année uniquement pour un sport. Donc tu arrives à vraiment contenter tout le monde avec le sport. En tout cas pour les gens qui font du sport. Ouais. Et au niveau du sport, qu'est-ce que, de ton expérience cumulée parce que là, on parle dans la frise chronologique, on est effectivement début 2024 avec ta boutique, mais tu étais déjà très investi et tu savais déjà ce que tu faisais. Tu étais déjà passionné, très client avant, voilà, très client, on va dire. Donc tu savais très bien ce que tu faisais déjà avant. Le marché français, toi, comment tu le vois? C'est quels sports justement qui sont les plus mis en avant, ceux qui fonctionnent le mieux, ceux avec lesquels tu as le plus de facilité, peut-être aussi Celui qui marche le mieux, c'est celui que je fais pas, c'est le foot. Je fais pas de foot. Incroyable. Ouais. Comme quoi, tu vois. Moi, là, j'en apprends plein aussi, les amis, donc ça va être très intéressant. Le foot en France, c'est le sport qui existe en cartes, qui est le plus réputé parce que tu as des cartes de foot qui sortent aux US, en Europe, les trucs. Ouais. Et tu vas trouver du Topps et du Panini en foot. Je parle pas de ce qu'on peut trouver chez nous en France en grande surface, parce qu'il y a du Panini foot qui existe. C'est les stickers pour les gamins, voilà, c'est pour les enfants, ou alors pour des collectionneurs qui veulent des complétistes. Tu veux prendre une collection, il y a des cartes Panini qui sortent en France, mais il n'y a pas d'autographe, il n'y a pas de numérité. Ouais, bien sûr. C'est très basique, c'est bien fait, mais il faut s'attendre à ce que ce soit pas plus qu'un bout de carton qui sera toujours le même dans tous les paquets. D'accord. Quand tu arrives sur les Topps et Panini America, et encore que Topps, il existe Match Attax en France, qui est l'équivalent du Panini de chez nous, qui est très basique. On parle du Topps America, donc les produits haut de gamme en foot. Ouais, haut de gamme, ouais. Tu es sur une gamme de prix qui va être beaucoup plus élevée, même sur les produits d'appel. Et ça peut monter très très haut. En valeur de boîte scellée, les cartes vont suivre. Mais bien sûr, c'est encore une fois pas quelque chose qu'on ouvre dans le but d'avoir un retour sur son achat. Faut être clair. Il y a toujours un système de chance avec des probabilités qui sont toujours en faveur de la banque, comme Pokémon. C'est normal. Bien sûr. Mais il y a des vraies belles cartes, avec des morceaux de maillot, avec des signatures de joueurs dessus, où on peut avoir des cartes de fou. Et c'est vrai que quand on aime les gamblers qui aiment ouvrir des trucs pour avoir une grosse carte, sur le sport,
il y a un gap beaucoup plus important que sur Pokémon. Tu prends les séries récentes en Pokémon, la carte la plus chère, si elle vaut 150 balles, franchement, c'est le bout du monde. C'est clair. 200 avec un Amphinobi sur EV6 qui était déjà assez cher par rapport à ce qu'on pouvait trouver. C'est ça. Dans le sport, c'est pas le cas du tout. Hein. Les cartes les plus chères, ça peut monter à 100 000, ça peut monter à 1 million pour certaines séries. Fou. Les one of one, ça peut grimper vraiment trop haut sur le sport et ça devient inaccessible pour les plus grosses cartes. Mais il y a un vrai attrait pour ça. Le foot, je le fais pas parce que en majorité, c'est Topps qui a la licence en France et je suis pas distributeur Topps. Je peux pas devenir distributeur Topps parce qu'ils ont verrouillé les accès aux distributeurs qu'ils ont déjà. D'accord. Panini, il n'y a pas de distributeur. Donc tout ce qui est produit Panini, eh ben, on est tous dans la même galère en France, c'est de la démerde. Tu vas chercher aux États-Unis, tu vas chercher ailleurs en Europe, mais tout le monde est sur un pied d'égalité. Topps, c'est moins le cas parce que ceux qui ont un contrat de distribution vont forcément acheter à prix professionnel avec une remise en taxe ou bazar. Ils vont payer beaucoup moins cher leurs produits et vont pouvoir le vendre au prix que Topps les vend sur leur site en gagnant de l'argent. Moi, je peux pas. D'accord. Et est-ce que tu penses que ça, à l'avenir, c'est quelque chose, c'est une situation qui peut évoluer? Là, vraiment, je parle dans ton cas. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est avec, ton travail, ta légitimité, est-ce que, comme avec, par exemple, je parle de mon exemple, Pokémon, avec Asmodée, quand tu es effectivement professionnel, quand tu as ta boutique, éventuellement même un site comme toi et tout, c'est des critères. En fait, mine de rien, tout ça, c'est des critères additionnels. Et à un moment donné, Asmodée va dire, OK, je vais te vendre, on va faire un essai, tu vas prendre une première commande, etc. Est-ce que même déjà tu as l'envie, premièrement, avec Topps? Est-ce que tu penses que ça peut évoluer? Tu aurais l'envie, donc est-ce que je les ai contactés. Hein. Est-ce que tu penses que sur le futur, éventuellement? Je sais pas. En fait, je suis pas sûr que ce soit dans leur intérêt à eux. Parce que leur méthode de fonctionnement en Europe, c'est d'avoir vraiment quelques distributeurs par pays. Et en France, ils en ont déjà, je crois, entre 30 et 40. Ah ouais? Quand dans d'autres pays, ils en ont 5 ou 6, même des pays comme l'Allemagne, qui sont des gros consommateurs de cartes de sport. Cartes de sport, ouais. C'est vraiment les plus grosses boutiques qui vont être élues, si tu veux, distributeurs Topps. En France, ils sont trop nombreux. Je pense que leur intérêt à eux, et c'est que mon avis, c'est de réduire ce nombre de personnes qui sont en compte. En tout cas, supprimer les plus petits, pour vraiment avoir un panel de 10 personnes grand max, mais qui ont des volumes intéressants pour eux aussi. Pour eux. Et que ces gens-là redistribuent peut-être en vente à professionnel derrière, avec un prix avantageux, qui soit moins avantageux que le leur, évidemment, en prenant leur marge, mais le système devrait fonctionner plutôt comme ça. Ok. Parce que dans ce cas-là, si tu penses que effectivement, leur objectif, c'est de faire ça, alors ouais, ça peut être compliqué, effectivement, de rentrer avec eux. Ça me fait penser à une situation qu'on a connue aux États-Unis avec Magic, et un peu Pokémon, mais surtout Magic, Papa Hasbro, qui à un moment donné a commencé à vouloir mettre en concurrence les LGS, les Local Game Store, avec Amazon, avec des grosses structures pour optimiser eux leurs coûts de frais de port. Parce qu'à un moment donné, ces grosses boîtes qui, eux, sont les distributeurs officiels, imprimeurs officiels, ce que tu veux, le coût à l'échelle de livrer spécifiquement, je vais dire une bêtise, 5 cases des nouvelles sorties à des petits local game stores à droite à gauche, ça leur revenait pour eux trop cher que de distribuer un peu en dessous, mais Amazon d'un coup, par camion entier, par cargo entier, par bateau conteneur entier, et les mecs se démerdent après avec la logistique. Donc Topps, si en France, effectivement, ça leur coûte trop cher d'avoir des trop petits comptes, c'est ce qui va se passer, ils vont cut les petits comptes peut-être à terme. En tout cas, c'est intéressant. Donc en France, c'est verrouillé. Et il y a des grosses boutiques multi-TCG qui font du Topps ou c'est spécifiquement des mecs dans les cartes de sport qui font du Topps? Il y a un peu de tout. Les deux dont je peux parler, que je connais bien, qui ont été aussi dans Pokémon, c'est Malik. Ouais. Cardsmania. Voilà. Et Ramelito, Shop US Cards. Je connais pas. Okay. Qui a été collectionneur Pokémon, The Collectible Shop. D'accord. Qui est aujourd'hui un gros compte chez Topps. Malik aussi. Hein. C'est vraiment deux mastodontes sur les cartes de sport. Et ils font ça très bien sur plein de sports différents avec Topps, donc ça se passe à merveille avec eux. Et Ok, bon c'est intéressant. Et donc on parlait du foot. C'est quoi derrière les autres sports qui vont, tu vas me dire, entre guillemets, qui ont le plus gros attrait pour la clientèle française? Le basket. Basket. Principalement, basket. Mais je fais aussi du baseball. Ouais. Le baseball marche pas ouf tout seul, parce que c'est très peu connu en France. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup parce que dans le baseball, tu as souvent des cartes qui sont pas des joueurs de baseball qui sont intégrés dedans. Tu achètes un pack de baseball sur des séries, il y a plein de séries qui existent, mais tu as des exemples où tu vas acheter un pack de baseball et tu peux tirer une carte de Nadal signée. Oui. Rafael Nadal? Oui. Ah ouais?
Incroyable. Ça existe. Ah, je savais pas. Ouais. Ils font des produits marrants, quoi. Ils font des produits marrants. Ils font des produits aussi très sérieux et très chers. Mais même dans les produits, là actuellement, ils ont sorti, ça fait pas très longtemps, une série qui s'appelle Tier 1. C'est une série de baseball où tu achètes une boîte, tu as 2 cartes. C'est 2 cartes avec un autographe. Une, tu as juste un autographe d'un joueur. L'autre, tu as un auto et une mémorabilia. La mémorabilia, ça va être un morceau de maillot, un morceau de batte de baseball, de chaussures, bref, un morceau d'un textile ou de quelque chose qui a servi sur un match qui va être intégré à la carte. Et dedans, tu peux avoir une cut signature. Donc, c'est un document historique qui a été pris. Ils ont coupé la signature de la personne, de la reine Elisabeth II. Ça vaut très cher. 1 million. Peut-être pas 1 million. Mais non, mais t'es dans des sommes, en fait, c'est une pièce de musée. C'est ouf, c'est oufissime. C'est oufissime. Il y a eu ça, ils ont fait ça avec les Beatles, où tu pouvais avoir les 4 signatures des membres des Beatles. Ils sont trop forts. Elvis Presley, tu peux avoir là actuellement. Il y a des trucs de tarés, vraiment, qui existent dans le sport. Sauf que pour les avoir, comme t'es obligé d'acheter une boîte très chère en carte de baseball et que la probabilité de l'avoir, elle est nulle, infime, y a pas grand monde qui va tenter sa chance pour ça. Et à l'inverse, les mecs qui sont dans le baseball à fond et qui veulent leur carte de baseball, ils tirent la reine Elisabeth II, il est deg. Il dit, il regarde pas vraiment que la valeur. Attends, moi je tire ça pour avoir mon Shohei Ohtani bien sûr, 1. Tu me mets la reine Elisabeth, toi elle a jamais tapé avec une batte de baseball, ça va pas quoi. Ouais, je comprends. C'est super intéressant, ils sont forts. Après, est-ce que c'est pas inhérent au sport depuis des années d'avoir justement fait des one of one, des signatures, des mémorabilia et tout? Est-ce que c'est pas justement pour le côté collectibles day one en fait, ça a été fait? Plutôt que pour le jeu, parce que ça joue pas, on est d'accord. Il n'y a pas de jeu. Il y a pas de jeu, on est d'accord. C'est pas un TCG, c'est uniquement à collectionner. C'est des cartes à collectionner. Donc ils sont vraiment trop forts, ils ont poussé le truc jusqu'au bout. Quoi, mais ils le font depuis tellement longtemps. C'est clair, ils sont tout le monde est en retard. T'as Magic qui a essayé de le reprendre quand ils ont sorti l'anneau unique. Mais. Et ils le sortent, ils ont fait des cartes serialized, numérotées sur 500, sur toutes les séries en collector. C'est un peu un pied dans le système des cartes de sport. C'est ça. Mais c'est pas aussi bien fait. Et puis ça plaît pas trop aussi à Magic. La communauté est très 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 joueuse et très touchy aussi sur les nouveautés. Magic, ils aiment bien les produits historiques, etc. Et il y a beaucoup de conflits aussi entre ce que la direction artistique que Hasbro a pris, les dernières séries. Moi, je suis énormément, c'est un de mes exemples, c'est Rudy de Alpha Investments, que j'aime beaucoup suivre aux États-Unis. Et lui, à lui tout seul, il cristallise tout ça, quoi, parce que il a un système très particulier de boutique. Lui-même, il a son image et il parle justement sans filtre de tout ce qui se passe dans le milieu Magic. C'est vraiment intéressant. Donc Magic essaie de mettre un pied là-dedans, mais c'est vrai que ça reste quand même très très côté carte de sport. Et ça m'étonne depuis tout à l'heure. J'ai une question qui vraiment ça me brûle la langue. En France, il y a un sport qui est ultra à la mode en ce moment. C'est le MMA, c'est les sports de combat. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Alors, premièrement, est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Et deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose qui marche ou c'est ou est-ce que c'est niche et ça reste en mode grand public, genre on regarde à la télé mais on n'achète pas, tu vois? Non, c'est niche. Les mecs qui achètent les cartes du UFC, il y a l'UFC et il y a le catch. Il y a les deux types de cartes. J'avais zappé ça. Les deux ont plusieurs séries existantes avec différentes gammes de prix. Panini et Topps sont dessus dans les deux cas. D'accord. Upper Deck a fait des cartes de catch aussi. Donc Upper Deck, c'est un petit peu plus ancien. C'est beaucoup les cartes de hockey maintenant qui sont produites par Upper Deck. Et ils ont une partie qui fait le catch. Ils font d'autres choses, mais ça fait partie de ce qu'ils font. C'est des cartes qui sont pas toujours très qualitatives. Quand tu es sur les entrées de gamme, elles sont pas jolies. D'accord, je savais pas. Il faut monter sur des produits un petit peu premium pour avoir des belles choses. Prisme. Même au-delà. Prisme existe. Le Prisme est bien, mais ils ont repris ce qui existait déjà sur tous les autres sports. Où t'as les... Tu vas novice. Le Prisme existe. Le Prisme est bien, mais tu as des inserts qui sont existants sur d'autres sports. Et ça fait vraiment copier-coller de ce que tu trouves sur du basket ou quoi. Oui. Ils ont sorti le Midnight. Donc le Midnight, il existe aussi en football américain, dans d'autres choses. Mais le Midnight, il est un peu plus élitiste, un peu plus joli. D'accord. Et en UFC, il a bien marché. C'était pas mal. Et là, ils ont sorti le Knockout, qui est une série que UFC, que Topps a sorti la semaine dernière quand on fait la vidéo, je sais pas quand tu la sortiras, mais fin septembre. Ok. Fin septembre. Et là, je regardais Malik hier, qui en ouvrait sur Vogt. C'est juste un produit de ouf, quoi. En fait, t'as une grosse boîte. Dedans, t'as 4 petites boîtes. Et dans chacune des petites boîtes, t'en auras 2 avec un autographe simple. Une avec un autographe mémorabilia. Avec en plus, pour chacune des boîtes, une carte numérotée.
Et la dernière boîte, elle aura 2 cartes numérotées. Ok. Donc c'est hyper élitiste. Tu arrives sur des produits et c'est vendu, t'es à 75 € la petite boîte. Une boîte, c'est un pack si tu veux un booster. Donc du coup, en gros, la grosse, c'est 300 et quelques. Ouais, 300 balles. 300 Un balles. peu moins, Okay. 280, 290. Ouais. Là, il y a une semaine, au moment où la vidéo sort, c'est peut-être 350, 400. Ouais, ok. Ou c'est peut-être 250, 200. Ouais, on sait pas. Ouais, on sait pas. Bah, c'est ça qui est aussi intéressant avec ces produits-là, c'est que tu m'as dit un truc aussi qui m'a marqué tout à l'heure, c'était que pour toi, hein, moi j'y connais rien parce que je te dis, je me suis fait pas pigeonner, mais j'ai fait une erreur de débutant. Je passe le coucou à Nicolas, il se reconnaîtra, qui m'avait dit oh, il y a Victor Wembanyama dans ses Bowman Inception, c'est des boîtes pareilles avec du Wembanyama, mais c'est des rédemptions. C'est un truc que je savais pas dans le sport. Tu pioches une carte pour l'envoyer à Bowman, il te renvoie derrière. Donc c'est compliqué, c'est complexe. Donc voilà, moi je suis nul là-dedans, mais tu m'as dit les displays, les case scellés, les boîtes en tout cas, dans le sport, c'est pas forcément aussi intéressant que les TCG. Donc Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic. Alors, comment est-ce que tu aurais une explication éventuellement pour ça? Alors, c'est que mon avis récent dans le sport. C'est peut-être pas l'avis que vont partager les mecs qui sont dedans depuis des années et qui auront une vision différente. Ok. Mais c'est intéressant quand même dans... Ce que j'en ai, c'est pour parler du basket avec les séries avec Victor Wembanyama. On sait que Victor Wembanyama, c'est un alien. Donc, il est hors du commun, il a des performances hors du commun et ses cartes coûtent de fait très cher. Mais pas que en France, hein. C'est un phénomène qui est visible dans le monde entier. Sauf que toutes les boîtes qui sont sorties cette année en basket, ben, elles ont une cote Wembanyama. La boîte qui coûtait 30 € d'habitude va coûter 45 à la sortie, parce qu'il y a Wemby dedans, que tu peux même pas avoir en autographe, hein, parce qu'il signe que chez Top, c'est pas chez Panini, et la plupart des séries en basket, c'est Panini. Mais tout est monté très vite, et les boîtes les plus prisées se sont vendues instantanément, et sur le marché secondaire, au bout de 2 semaines, eh ben, elles valaient déjà un prix trop élevé. Le sentiment que j'en ai, c'est que toutes ces boîtes-là, avec Victor Wembanyama, elles ont déjà leur prix qui est monté trop fortement pour que ce soit un investissement durable dans le temps. Et énormément de gens aux États-Unis qui ne jurent que par ça, Wemby 23-24, c'est le rookie à avoir, c'est le joueur. Ils ont stocké. Il y a trop de gens qui ont stocké. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Okay. Mais c'est pas une échelle où on se dit, on pourrait dire la même chose avec Évolution Céleste en France. Ouais. En France, il y a personne. C'est que dalle. C'est petit, ouais. Au niveau mondial, là, Wemby, c'est même une incohérence complète. Le prix de ses cartes et de ses autographes, c'est déjà beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et en général, les displays qui sont dépourvus de Wembanyama avant, est-ce que tu t'as peut-être pas forcément l'info, mais est-ce que ça prend quand même? Est-ce que chaque année, il y a une petite augmentation avec le temps des displays? Je veux dire, est-ce que c'est des bons investissements? Oui, non, peut-être que tu n'as pas l'info. En fait, c'est dépendant de la performance des joueurs qui sont présents sur l'année dedans. On regarde, quand on prend une boîte scellée, quels sont les rookies qui sont présents dedans. Les rookies, c'est ceux qui font leur première année en club professionnel. D'accord. Donc en ligue majeure. Ouais. NBA ou MLB pour le baseball, ça marche pour tous les sports. Hein. Quand tu as un rookie, alors mettons, tu prends l'année en basket, un truc que tout le monde va connaître, un LeBron James ou un Michael Jordan, l'année où il était rookie, toutes les boîtes scellées de cette année-là, elles valent une blinde parce que tu peux le tirer en rookie. D'accord. Tu prends une année un peu plus basique, genre en basket 2020-2021, c'est pas une grosse année, il n'y a pas des rookies de ouf. Les boîtes, elles sont pas très chères. Et elles valent aujourd'hui presque 2 fois moins cher que leur prix retail à ce moment-là. Super intéressant. Sauf que les rookies de l'époque, eh ben, ils jouent depuis que 3-4 ans. Ils sont encore en mesure de faire des performances dans leur carrière. Ils sont pas tous déjà out de la NBA, il en reste beaucoup. Ouais, c'est clair. Et dedans, il suffit qu'il y en ait un qui devienne un Stephen Curry, un Kevin Durant du futur. Et ben, les boîtes, elles vont up d'un coup et ça vaudra très cher. D'accord, donc c'est vraiment, en fait, c'est au-delà d'un produit qui va apprécier. C'est les performances des joueurs qui déterminent la valeur. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Et ce que j'adore faire dans mes enveloppes mystères, c'est prendre des produits haut de gamme sur des années bas de gamme. Parce que tu as des très jolies cartes de bons joueurs. Et tu sais pas encore si les rookies de cette époque-là, il y en a pas un qui va faire une perf. Que si tu mets du 23-24 avec du Wemby dedans, tu te fais atomiser sur ton prix d'achat et sur ton prix de vente, du coup, pour un résultat où on sait que le joueur à chercher, ce sera Wemby. Il n'y a aucun espoir qu'il y en ait. Il y en aura peut-être un autre qui va faire une perf dans le futur, mais c'est trop dur à déterminer maintenant. Et le produit vaut déjà trop cher. Ah, c'est super intéressant. Donc vraiment, en fait,
à contrario d'une licence comme Pokémon ou Magic, où les gens vont vraiment garder les séries de manière générale en mode investissement sur le long terme. On sait que chaque série Pokémon, j'exclus vraiment les masterclass. Voilà, c'est bien ça la différence que je veux montrer. J'exclus les masterclass. On sait que même une série moyenne va sur le long terme apprécier, ne serait-ce qu'un petit peu, que dans les quarts de sport, vraisemblablement, ça va être beaucoup déterminé par les joueurs et tu peux avoir des années complètement qui vont pas performer la folie, voire même qui vont être vendus sur le marché secondaire moins cher qu'au prix retail. C'est intéressant, c'est incroyable. Après, une fois qu'un certain temps est passé, ça va quand même grimper. Grimper un peu. C'est pas une fin en soi, parce qu'il n'y a pas de grands joueurs, machin. On est d'accord. Ce sera toujours des quarts d'une année qui sera il y a 6-7 ans. Mais tu as un espèce de creux, si tu veux. Là, actuellement, tu arrives encore à acheter pour le basket. La saison 2020-2021, il y a encore des produits qui se trouvent à des prix en dessous de ceux de la saison actuelle et même de la précédente. D'accord. Donc c'est le creux de la vague. Après, quand tu arrives à 2019, 2020, 2018, 2019, ça devient plus difficile à trouver déjà, et quand tu le trouves, c'est un peu plus cher. Donc tu as 4-5 ans là qui se passent où il se passe pas grand chose, et après ça commence à grimper. Mais et ça, Pokémon, ça va plus vite. On est d'accord. Et c'est là où je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais. C'est que, en fait, on a trop tendance à croire que tout est facile, comme j'ai dit en préambule, avec les influenceurs, les boutiques qui se lancent, etc., etc. Mais en fait, il faut bien comprendre que Pokémon, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est une bulle complètement à part. Dans n'importe quelle classe d'actifs, sur un marché principal, sur un marché secondaire, sur des actions, sur absolument tout, de manière générale, un investissement court terme, dans le jargon des personnes qui sont des professionnels de l'investissement, court terme, c'est 3 ans minimum. Jusqu'à 5. Jusqu'à 5, entre 3 et 5 ans. Moyen terme, 5 à 10. Donc vous voyez bien que Pokémon, c'est une anomalie complète, c'est la fête du village, c'est la fête du slip. Mais, en toute vraisemblance, les quarts de sport, visiblement, si tu es dans une optique avec le jargon classique moyen terme, tu es dans les clous en fait. Donc finalement, c'est un investissement aussi, quoi. Sur le moyen terme, voire peut-être long terme, ça dépend des années. Mais c'est intéressant en fait de remettre en perspective par rapport à ce que nous on connaît aussi. Et je pense que cet épisode va être super intéressant pour les gens qui nous écoutent. En fait, sur le sport, tu as aussi un autre paramètre, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de langue. Les cartes, que tu les achètes à n'importe quel endroit dans le monde, elles sont en anglais. Uniquement. Que tu prends le marché de la Chine sur les cartes de sport, ils importent depuis les États-Unis les mêmes cartes. D'accord. Et ils chassent les mêmes cartes signées 1 sur 1 de Wembanyama que les ricains. T'as une guéguerre en fait pour savoir quel continent va sortir la carte. Petit spoiler, c'est jamais la France. Quand même, big up à Ramelito qui a sorti un LeBron James autographe numéroté sur 5. Carte pas loin de 45-50 000 balles. Ah ouais. Ouais, tu me diras combien tu l'as vendu, je sais pas combien il est parti, mais je crois qu'il est parti chez Goldin, si je dis pas de conneries. Donc c'est une des plus grosses cartes sorties récemment là sur le pour le territoire ou français. Pour lui en perso, c'est encore plus fou. Incroyable. Je sais pas s'il l'a gardé ou vendu finalement. Mais... Et c'était ce dont tu parlais, une rédemption. Donc quand tu tires la carte, t'as un ticket en fait avec un code où on te dit si tu veux ta carte, tu dois la demander. Parce que quand les séries sortent en sport, il faut faire venir tous les joueurs pour les faire signer, signer les cartes. Et LeBron James doit être moins moins facile à faire venir que les autres. Et il n'a pas pu venir signer. Donc lui, tu as un ticket avec un code et tu dois l'utiliser sur le site de Topps ou de Panini selon ce que tu veux. C'est beau quand même. Taper ton code pour récupérer la carte quand il l'aura signé. Ok, c'est beau quand même parce que c'est ça que je ne connaissais pas dans les cartes de sport, c'est ces fameuses rédemptions. Et moi, j'ai cru qu'il y avait du Wembanyama dedans, mais voilà, encore les amis, un bon exemple. N'achetez pas quand vous n'êtes pas au courant de tous les tenants et aboutissants, et même ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Donc j'ai fait une bêtise avec les rédemptions, mais c'est intéressant de ouf. Franchement, des cartes comme ça, je pense que c'est déjà en plus du kiff, ça doit être incroyable, ne serait-ce que même que pour la collection, quoi. Parce que tu vois, tu tapes une carte qui est 5 sur 5 ou même une One of One, là, j'avais cru comprendre qu'en Formule 1 aussi, ça existe. Ça existe en Formule 1, Et apparemment aussi, c'est des trucs Star de Wars fou, aussi. Star Wars aussi. D'accord, ok. C'est moins sport, mais je savais pas. Aussi le non-sport marche bien aussi sur certaines licences. Et donc, si tu devais donner toi un classement dans les sports qui fonctionnent le mieux de ton expérience, et après tu nous feras un petit classement de ceux que tu préfères toi. Qui marche le mieux en France ou n'importe ce que tu veux.
Ce qui marche le mieux pour toi ou ce qui marche le mieux? En France, foot en tête, 1, clairement. Foot 1, ouais. Derrière, tu vas avoir la NBA. En 2. En 2. Ouais. Et le reste, en 3, en vrai, je pense qu'on va arriver sur du non-sport. En ce moment, ça va être Marvel. Ah ouais. Tu sais, Tops a sorti une série Marvel qui marche du feu de Dieu, ouais. comme ils avaient fait avec Disney il y a quelques temps. Ok. Donc c'est l'équivalent de ce que tu trouves sur les cartes de sport, avec aussi des one-of-one, des autographes. Alors, tu peux avoir Tu crées de la rareté, quoi, à travers. Puis là, c'est du flan, hein, parce que l'autographe de Mickey, on sait très bien que c'est pas Mickey qui l'a signé. C'est un truc, moi, que je comprends pas. Je suis pas rentré là-dedans parce que ça m'exaspère d'acheter un autographe de Mickey 10 000 balles. Tu sais que Mickey n'existe pas. Mais. Marvel, ils créent de la valeur complètement à travers. Ils l'ont fait aussi avec les personnages de Marvel, mais en parallèle, tu as des illustrateurs des comics qui ont aussi fait des sketchs et signé des cartes. Où ça, je trouve que là, c'est là, il y a quelque chose. Mais faire signer Thor sur une carte, non quoi. Ne nous prend pas pour un blaireau. Thor, il n'existe pas, il a pas signé la carte. Ils sont trop forts pour créer de la valeur. En vrai, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Vous vous rendez compte quand même, les amis, que là, on parle de structure physique. C'est des usines, c'est des fibres de papier, c'est de l'encre, c'est des impressions. Et grâce à du marketing, du savoir-faire, on te crée. C'est incroyable, ils sont trop forts. Grâce à l'image de marque, c'est magnifique. En fait, les histoires qu'on raconte, comme quoi il n'y a rien de plus puissant qu'une belle histoire. Bah tiens, tu veux une petite histoire. Vas-y. Excuse-moi, je t'en raconte une bonne. Vas-y, raconte-moi une bonne. Non, allez, c'est pas grave. On va se faire de mémoire. À l'oral, ouais. La semaine dernière, Tops sort la série Marvel. De base, tu as la série Tops Chrome Marvel. C'est la série basique. Tu as une édition plus prestigieuse qui s'appelle Saphir, qui existe sur le sport, qui existe sur Marvel depuis la semaine dernière, mais qui existe surtout. Le Saphir, c'est une boîte où tu as 32 cartes. Donc tu as 8 paquets de 4 cartes à l'intérieur de ta boîte. Tops les vend 350 €. Toujours avec des autographes de Thor, de Hulk, de Mickey. Voilà. Pour avoir le droit d'acheter cette boîte, tu dois t'inscrire sur un tirage au sort qui est mis en ligne par EQL, qui est l'organisme qui fait les tirages au sort. J'ai calculé le nombre de boîtes créées avec les numérotations qu'ils ont données dedans. Il y en avait 11 250, un petit peu plus, 11 280 boîtes. C'est des papiers que j'ai cherché, que j'ai pas trouvé. Pour le monde. Je me suis inscrit. J'ai inscrit mon frère, j'ai inscrit ma mère, ma grand-mère. J'ai joué pour 13 boîtes. J'en ai pas gagné une. Je l'ai fait parce que, vraiment, sans me le cacher, j'achète 385. Alors, c'était 385 la boîte. La boîte, ouais. Elle valait 1300 balles le lendemain, quoi. Enfin, c'est complètement affolant le prix que ça peut prendre. Mais comme il n'y a que 11 000 boîtes, bah même en jouant 13 fois, j'ai pas gagné. C'est oufissime. Gagner le droit de payer 385 balles, un auto de. Ils sont trop forts. Et d'ailleurs, on parlait des différents TCG qui, peut-être, certains essaient de mettre un pied dans le monde du sport, etc., ou même des one-of-one, ce genre de choses. Quand on était à Yokohama, au Japon, pour les Worlds, t'avais ça, justement. Le tirage au sort pour avoir le droit d'aller au Pokémon Center. Ouais. Mais en fait, c'est juste incroyable d'arriver à ce niveau-là, en mode histoire business, d'arriver à ce niveau-là d'intérêt porté à ton entreprise, à ton image, où tu peux te permettre de faire des loteries. En fait, c'est oufissime parce que tu prives quelqu'un qui veut te donner de l'argent. Le mec, il est obligé de gagner sa chance pour te donner de l'argent. Mais tout le monde, n'importe quelle boîte normale, genre, imagine, tu es une boîte dans le bâtiment, tu fais tirer au sort les gens pour que les gens puissent travailler avec toi, mais ça n'existe nulle part ailleurs, quoi. Ah non. C'est incroyable. Ils sont trop forts. Et donc, du coup, 13 personnes et t'as pas réussi à avoir. Non. C'était 14 ans. 14, c'est le chiffre de la chance. Allez, 13, c'est pas de chance, et 14, c'est de la chance. Ok. Et donc, on en était 1 foot, 2 basketball, 3 en ce moment, je dirais 3 Marvel. En ce moment. En France. Ouais. Et dans le monde, tu dirais. Dans le monde, le baseball est en tête de liste. Ah ouais. Ouais, le baseball. Pas le basket? Non, je pense que le baseball est plus prisé que le. Incroyable. À cause du marché américain. Et Indien, les Japonais sont très friands aussi Japonais, du baseball. Indien aussi, non? Ils aiment pas? Je sais pas. J'ai pas l'info. Ouais, ok. Ouais. Mais baseball en tête, NBA en second, et la NFL juste derrière. NFL, NBA, ça doit se valoir. NFL, football américain. Football américain, ça doit se valoir. NBA, basket. Ouais. Ok. C'est les 3 sports majoritaires, de toute façon, que tu vas retrouver sur le marché. Et toi, du coup, petit top 3 de ce que toi tu préfères? Moi, c'est basket. J'adore le basket. Je trouve que c'est formidable. Enfin, tous les produits Panini et Tops, même qui font sans licence, mais qui font quand même, sont très très bons. Et c'est vraiment le truc qui m'éclate le plus, quoi. Baseball en 2, mais pas pour les joueurs de baseball, c'est pour tous les autres qu'on peut avoir dedans.
J'adore. Ça me fume de... Ouais. Ok. Et en 3, ça va être tous les produits Upper Deck en multisport. T'as Skybox, Goodwin, qui sont des références dans le multisport. C'est la seule série où tu peux tirer un autographe numéroté de Michael Jordan aujourd'hui quand ça sort. Incroyable. Et ça, si ça tombe... Clic, 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 clic. Space Jam aussi, tu m'as parlé. C'est Upper Deck. C'est Upper Deck, voilà, c'est Upper c'est Deck ça. aussi. Ouais, Donc, c'est ça. le Upper Deck, on va le globaliser. Je veux dire, tout le Upper Deck en multisport ou des séries un peu bizarres comme ça. Ok. Ça, pour moi, c'est magnifique. Tu peux tirer du sketch, de l'autographe, de la mémo. Tu peux avoir une broderie de Taz sur une carte là-dedans. Enfin, c'est trop cool. Ouais, c'est marrant de ouf. Ouais, c'est marrant. C'est vrai qu'il y a ce côté fun aussi. Et là, comme je vous disais depuis le départ et tout au long de la vidéo, et je me répète et je suis désolé, mais j'en ai appris plein aujourd'hui aussi. J'espère que vous aussi, les amis. Et franchement, je suis impressionné, pareil, par l'ingéniosité, le côté mélange d'univers aussi qu'ils sont capables de faire dans le sport. Non, franchement, j'en apprends beaucoup. J'étais pas du tout au courant de tout ça. Et c'est quand même assez intéressant. J'avais moi de mon côté les sports. C'est vrai que les sports de combat sont mon temps, mais en fait j'ai tout dit quoi. C'est mon temps, c'est-à-dire que c'est très loin encore de ce qui est établi. T'as le tennis aussi, hein. Tennis. Ah oui, tennis, oui. Parlons-en du tennis. Tennis, le Tops a sorti une série en 2021 et une nouvelle série là maintenant en 2024. Entre les deux, il s'est rien fait. Alors que la série en 2021 avait plutôt bien marché. Okay. Mais le marché arrive en Europe depuis pas longtemps. Hein. Ça fait 2 ans vraiment que les cartes de sport arrivent en Europe. Ouais. Et le tennis en Europe marche vachement bien. Ouais, j'ai l'impression qu'il marche mieux en Europe qu'aux États-Unis. Pas en nombre de boîtes vendues parce qu'évidemment les États-Unis en consomment plus. Ouais. Mais en part de marché, le tennis doit être plus important en Europe qu'il l'est aux États-Unis. Et là, Tops, ils ont fait un boulot vraiment, vraiment bon sur les cartes de tennis. C'est très, très bien fait. Okay. Il manque quelques noms pour que ce soit parfait. Federer. Il manque du Federer. Ouais, mais du Nadal. Il peut pas. Mais ouais, ils peuvent pas avoir des licences de partout. C'est comme ça. Mais c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Ça existait à l'époque sous d'autres noms. C'était pas les mêmes entités qui fabriquaient. Et c'est des boîtes qui étaient connues que pour le tennis. Ouais. Qui faisaient ça très bien. Mais je pense que c'est tellement de niche le tennis que les cartes de sport, c'était inconnu ailleurs qu'aux États-Unis. Les gens faisaient pas. Japon, Chine, Europe, tout ça, il n'y avait pas très peu de collectionneurs de cartes de sport. Ouais. À part, t'as toujours des mecs qui ont été dedans. Hein. Bien sûr, bien ça sûr, existe, bien sûr. Mais c'était une population très faible de gens. Okay. Et là, ça grandit avec le temps. Et le tennis, ça fait partie de mes coups de cœur. Ce qui est sorti récemment, là, le Top Chrome 2024 et le Saphir 2024, c'est une merveille. Et tu parlais de 2021 2024, il n'y a rien entre les deux et rien avant? Pas de tennis. Ils n'ont jamais édité de série. Tops, ils ont pas. C'est vrai que j'ai jamais entendu parler. Moi, je suis joueur de tennis, etc. Et on discutait un peu justement sur le tennis avant. Nos idoles, les joueurs qu'on aime bien, la culture et tout tennis. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'en fait, ça n'a jamais existé les cartes de tennis. Tu en avais avant, c'était NetPro. Non, qui fabriquait. Je savais pas. Il y a eu d'autres fabricants aussi. Hein. T'as une boîte qui s'appelle Ace aussi qui a fait une carte, qui a fait les balles de tennis au-dessus. C'est Ace qui les a authentifiées. Au même titre qu'un Beckett ou qu'un PSA, ils étaient spécialisés dans le tennis. Ouais. Mais entre-temps, il n'y a rien eu. T'as un organisme qui faisait multisport qui s'appelle LEAF, L-E-A-F comme une feuille. Ouais. Eux, ils sortent des séries un petit peu tous les ans où tu as du multisport. Il n'y a pas de licence, donc tu vas pas voir les marques, tu vas pas voir les noms des clubs, les trucs, mais tu peux tirer un auto d'Alcaraz, un auto de Nadal. Ah ouais. Au milieu de personnalités, tu peux tirer un Mike Tyson à côté. D'accord. Ou en fait, un chanteur connu. Tu vois, il y a vraiment tu fais plein de sports, ok. Et les éditeurs, il y en a plein différents là, on en a cité certains. J'ai pas envie de te mettre dans un piège parce que je sais pas du tout si tu suis cette actualité-là. Il y a de plus en plus aussi d'acteurs sur le marché des cartes digitalisées. Ouais. Est-ce que des choses comme Sora ou c'est des trucs aussi que tu fais un peu toi perso, tu connais pas du tout? Non, je connais pas. Ouais, je connais l'existence, mais je suis pas l'actu autour de ça. Et le digital m'intéresse pas. Moi un peu aussi, ouais, c'est pour ça. Je savais pas si toi tu pouvais en parler ou pas. Mais donc les éditeurs, on a dit Panini. Panini, c'est français? Non, Panini à la base c'est italien. C'est italien, ouais. Le Panini européen, mais il y a Panini américain. D'accord. Un des deux leaders avec Tops. Du marché de cartes de sport mondial. Hein. Et c'est tout en fait. Hein. Après, les Upper Deck c'est beaucoup plus petit, Leaf c'est beaucoup plus petit. Après, c'est des nains à côté de tout ça. Upper Deck a été très gros pendant très longtemps. Ouais. Aujourd'hui, ils sont toujours gros dans le hockey. Ils ont quelques séries qui se démarquent un petit peu. Mais on peut pas les comparer à Tops et Panini qui sont au-delà de tout ça. Moi, j'avais une question concernant justement les éditeurs. Je sais que les cartes de sport, c'est là depuis super longtemps. J'ai entendu des histoires sur Alpha Investment, justement, où c'était
très compliqué d'avoir les droits sur une longue période de temps pour différents sports et différents éditeurs. Et il y a des éditeurs qui sont partis dans l'oubli, il y a des cartes qui ont bien chuté depuis. Alors comment ça se passe ce jeu justement de droits, etc. Est-ce que c'est plus stable aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un petit peu aussi encore pas stable sur certaines? Il n'y a pas vraiment de stabilité. Après, je sais pas pour combien de temps ils ont les droits quand ils les achètent. D'accord. J'ai pas l'information, mais ce que je sais, c'est que Topps et Panini, la guerre, elle est entre eux deux. Ok. Tu as toujours d'autres fournisseurs de cartes qui vont vouloir faire des cartes de sport, mais qui seront pas tout aussi bien faites par ce manque de licence, mais qui existaient déjà avant. Tu prends Leaf, ils n'ont jamais eu une licence, ils ont toujours existé et ça s'est toujours bien passé. D'accord. Topps et Panini, bientôt, ça va devenir Fanatics. Ah, les deux ensemble ont été rachetés, les deux? Bah, Fanatics va devenir le cumul de Topps et Panini. Ah ouais. On ne sait pas vraiment quand, okay. Mais pour justement arrêter cette guerre de droits et qu'il y ait un espèce de leader qui vienne bouffer tout, qui prenne toutes les licences et où on va retrouver du coup, tu parlais de Prism tout à l'heure sur Panini. Le Panini Prism est très connu. De l'autre côté, tu as le Topps Chrome qui est très connu. Et Topps Chrome, ouais. On va imaginer que quand tu auras Fanatics, tu auras le Fanatics Chrome et le Fanatics Prism. Ils vont garder les deux. Ouais. J'imagine qu'ils vont garder même Topps et Panini. Hein. Ils vont garder les noms différenciés parce que les gens sont trop attachés à ça. Okay. Tu ne pourras pas les faire disparaître. Mais ouais, la tendance de ce que j'en ai entendu, c'est que les droits, bientôt, ce sera plus un sujet. Okay. Et tous les droits de tous les sports seront chez Topps et Panini, sauf pour les licences type OK qui sont chez Upper Deck. Upper Deck, restera, de ma connaissance, ne fait pas partie du tout du deal. Mais pour les sports majeurs aux États-Unis, il n'y aura plus de débat. Ok. Très bien. Ce qui est une très bonne chose. Très bonne chose, hein, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que ça mettait un flou artistique pour la durée, justement, dans le temps, en fait, la stabilité de certaines cartes, de certaines séries qui pouvaient du jour au lendemain avoir des droits différents, quoi, finalement. Ouais. Puis tu prends l'exemple de Victor Wembanyama qui est en contrat avec Topps, mais pas avec Panini. Il n'a pas le droit d'être en contrat chez les deux. Il peut signer des autographes que chez Topps, mais Topps n'a pas les licences de la NBA. Imagine un peu le bordel. Et imagine la frustration des collectionneurs quand tu peux avoir dans une série un patch avec un autographe d'un joueur, mais celui de Wembanyama, il n'existe pas à cause d'une histoire de licence. Ça pourrit tout le hobby pour un truc qui finalement c'est juste une histoire de pognon, mais ça a un impact sur tous les collectionneurs. Quoi. Ouais, c'est ouf. Et ce qui est vrai pour Wemby est vrai pour plein de joueurs, mais son nom à lui parle beaucoup, donc on va utiliser le sien. Ouais, bien sûr, ouais. Et basketball, c'était effectivement, c'est pas toujours les mêmes séries, les mêmes joueurs en fonction des différentes licences. C'est la même chose pour le hockey, le football américain, le baseball, c'est pareil aussi. C'est des choses il y a des guéguerres aussi comme ça. Il doit y en avoir. Après, Upper Deck, ils ont toujours eu les licences hockey, donc soit peut-être pas, ils payent, tu vois, et puis ça s'est toujours bien passé, ou ils ont une licence, un contrat sur une plus grande durée. Je sais pas comment ça marche. Ouais. Le foot, ça va dépendre. Genre Coupe du Monde, FIFA, c'est Panini. D'accord. Les séries qu'on appelle flagship, donc UEFA, c'est Topps. Incroyable. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais... c'est marrant. Non, mais c'est super intéressant, hein, parce que c'est aussi, moi, de mon regard extérieur, comme je te disais, je suis très novice dans le sport, ça participe aussi à ce brouillard ambiant, justement. Ah oui. Sur la façon de collectionner, sur les différentes subtilités qu'il peut y avoir entre les différents éditeurs, des choses dont on n'est pas forcément toujours au courant. Voilà, donc je trouve ça vraiment super intéressant, ouais. Et pour le football, entre guillemets, le soccer, notre football à nous, est-ce que, de par la constitution même des marchés, les Américains qui sont quand même, on peut le dire, hein, plutôt axés football américain, basketball et baseball et autres, est-ce qu'il y a, malgré le fait que les deux éditeurs les géants soient américains, est-ce qu'il y a quand même un intérêt sur le marché américain pour le soccer, pour les cartes, où la majorité de leur chiffre d'affaires à Topps et Panini se fait en Europe pour le soccer? Alors, je pense que la majorité du chiffre se fait pas en Europe, à cause de la population de collectionneurs qu'il y a en Europe versus les États-Unis. Ah, c'est fou, hein, de se dire ça, Malgré en fait, ça, au final. Ouais. C'est fou. Parce qu'en fait, les Américains sont des gros consommateurs de cartes de sport, en général. En général. D'accord. Sur je sais pas, si tu prends l'argent moyen dépensé par un Américain en cartes de sport sur une année et la même chose en Europe, ils seront très largement en avance sur nous. Le foot, ils vont y aller parce qu'il y a des cartes à aller chercher. D'accord. Donc, même s'ils n'ont pas un attrait particulier pour le soccer, ils vont y aller sur les séries où tu avais Lionel Messi. Lionel Messi, ils vont aller essayer de le chasser. Les Ronaldo, ils vont aller essayer de les chasser. Et ils ont aussi leur ligue de soccer, la MLS, Major League Soccer,
qui est édité par Topps tous les ans, et notamment cette année où Lionel Messi a rejoint Miami. Ok. Donc, tu achètes la série pour aller chercher Lionel Messi. Je l'ai fait aussi. Hein. J'ai acheté Ah des ouais boîtes pour aller chercher Messi. Ok. Et la MLS est moins chère que le foot européen parce qu'il y a quand même moins de noms connus. Mais de temps en temps, tu as un Beckham qui se glisse dedans, tu as un Messi. Et là, ça fait monter le prix des. Un Olivier des Giroud. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est super intéressant. Et là, dans les Mystery Boubou, alors du coup, tu mets justement du multisport. Qu'est-ce que tu mets exactement? Tu parlais de séries parfois que tu vas mettre quelque chose qui justement a un prix un petit peu plus élevé. Comment est-ce que tu fonctionnes? Ce qui a le prix le plus élevé dedans, c'est les séries de basket de cette année. Ok. Il y a Victor Wembanyama dedans. Ah bah, on en parlait. C'est uniquement parce que Wemby est dedans que les séries coûtent plus cher. Mais c'est vrai que quand tu tires même une carte de base de Victor Wembanyama, t'es déjà plus cher que l'enveloppe. Donc ça coûte très cher. Hein. Une carte de Wemby, même basique. Même une commune. Ouais, c'est cher. Si en plus, c'est pas une commune, ou qu'elle est numérotée, ou Encore... pour Topps Chrome, qui a un autographe de Wemby dessus, bon bah ça vaut plus cher que tout le batch d'enveloppe. Ouais, tu m'étonnes. Okay. Mais ouais, ça c'est les séries chères, ça va être ça. Derrière, tu vas avoir du baseball, tu vas avoir un petit peu de football américain. J'avais mis du tennis dans les dernières enveloppes que j'avais faites, et ça plaisait pas trop. Ah ouais? Alors que moi je trouve que le produit est super, et les boîtes se vendent seules. Mieux mais que... dans les mystéries, non. Quand il y avait un pack de tennis, les gens, bof, c'était le pack le plus cher qu'il y avait dedans. Ah, incroyable. Et pourtant ça plaisait pas. Je mets du multisport. Donc les Goodwin fabriqués par Upper Deck, du Space Jam fabriqué par Upper Deck. Il y a un petit peu de foot avec du Top Superstar, du Top UEFA et du Panini Select. Ok. Et en gros, les différents sports qu'on peut trouver, c'est ceux-là. Il y en a. Je mets pas du UFC, de sport un petit peu trop niche. J'y vais pas parce qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Et sur les lives, est-ce que de temps en temps, justement, les sports un peu plus niches, tu vas les faire ou... Oui. Ouais, UFC, on a déjà fait. Catch, on a déjà fait. Ça fonctionne, mais il faut qu'il y ait le public en face. Ouais, d'accord. En fait, c'est des trucs que je vais stocker. Quand il y a un mec qui me dit t'as de l'UFC, bah là, je vais sortir la boîte et on va y aller. Mais si je fais un live en mettant ce soir live UFC, moi, avec la communauté que j'ai sur Vox, ça marchera pas. C'est fou, hein, parce que justement, la popularité des sports en Europe et en France, bah, on voit bien que l'UFC, notamment, ça cartonne. Et c'est un pari qui, en toute logique, devrait être gagnant. Mais en fait, c'est structurel. Pétez le micro là. Mais en fait, c'est structurel, quoi. Ouais. C'est la différence culturelle entre les États-Unis et la France en particulier, qui fait que c'est moins. Il y a moins ce côté, ok, je regarde l'UFC, mais j'ai aussi envie d'avoir les cartes, quoi. Ouais, ça arrive en France. Ça arrive doucement, ouais. Là, quand je vois, en même temps, tu prends les séries. Le tennis, c'est vraiment le bon exemple. Hein. Les cartes de tennis, elles sont très méconnues en France. C'est clair, bah ouais. Aussi à l'étranger parce que c'est nouveau, c'est un marché niche. Le tennis, c'est pas comme le foot où t'as que des stars, tous les noms des joueurs, tout le monde les connaît. Le tennis, je te jure, quand tu les ouvres, tu revois tes classiques, hein, parce qu'il y a des joueurs qui sont jamais entendu parler. T'as des Français, je prends Tito Androgué, est-ce que tu sais qui c'est? Bien sûr, ouais. Moi, j'en savais rien. Il doit être 250, quoi. Voilà. Et ben, il est dedans, tu peux tirer Tito Androgué en Super Fractor 1 sur 1. Marie, tu peux avoir des... Harold Maillot, moi j'adore, mais parce que c'est local, quoi. T'as Hugo Humbert aussi, qui est de aussi. Ouais, mais Hugo Humbert, par contre, c'est top level. Bah voilà, mais il est dedans aussi. Et t'as des joueurs comme ça. Ah oui, il est dedans aussi? Ah bien sûr, ouais. Ça, c'est quoi, du coup, le plus haut classement? Numéro 1, tu peux avoir du Sinner, non? Dedans aussi. Caraz. Numéro 1 au moment où c'est sorti. Ah, numéro 1. T'es passé devant Sinner, je crois, quand c'était sorti, ouais. Sinner, il est pas dedans, je crois. J'ai dit peut-être une connerie, j'ai pas fait gaffe. Ok. Mais t'as tous les grands noms actuels du tennis, sauf Nadal, Federer, qui sont pas dedans. Federer a arrêté. Il a arrêté. C'est normal. Nadal, on le voit encore, mais il est en fin de carrière, donc je pense que c'est pour ça qu'il est pas dedans. Ouais. Et t'as autant les joueurs masculins que féminins. Ouais, donc alors là, t'en as pas sorti, quoi. Effectivement, c'est vrai. Déjà, les joueurs masculins, c'est pas évident. Ouais. Les joueurs féminines, c'est pas évident. Et les joueuses de tennis professionnelles en dessous de la 50e place mondiale, là, vraiment, ça commence à être difficile à retenir, quoi. Parce que, en fait, tu retiens pas tout. Les noms français que tu vois, tout ça, tu sors Caroline Garcia, c'est ouf. C'est ouf, ouais. Dans le 2021, t'avais Amélie Mauresmo. Et elle n'y est pas là dans le 2024. Okay. Il y avait quelques légendes. Hein. Il y a encore des légendes dedans. Ouais. Pas de légendes tellement françaises, mais tu vas retrouver du André Agassi, du Pete Sampras. J'ai vu Stan Smith là. Stan Smith, il est dedans aussi. Ouais, j'ai vu, il est dedans. Ouais. Celui que j'ai en auto, c'est pas dans la série là. Ça vient de. D'accord, c'est une autre chose. C'est Upper Deck. Ok. Ouais. Mais tu trouves aussi Stan Smith dans les séries de tennis. Et je trouve ça tellement fou d'avoir fait ça. C'est grave cool. Non, franchement, c'est cool à mort. Moi, je connaissais pas du tout les cartes de sport tennis en particulier.
Et c'est vrai que là, pour des passionnés, je pense que le vrai souci, c'est la méconnaissance, Ouais. plus que le fait que le tennis ne plaise pas, en fait. Comme le sport de combat plaît énormément, mais l'UFC, j'ai jamais vu, par exemple, de spot publicitaire de la part de l'UFC ou même de la part de l'ATP qui va mettre en avant, je pense qu'il n'y a pas de partenariat de distribution, il n'y a pas de mise en avant commerciale. Et donc, en fait, c'est plutôt, je pense, la méconnaissance du produit, plus structurellement et culturellement. C'est vrai qu'en Europe et en France en particulier, bah, il y a peut-être moins cette culture collection, carte à ouvrir, etc. Donc, c'est un mélange de plein de facteurs qui font peut-être que le tennis, l'UFC, c'est des sports qui, même s'ils sont très regardés et très appréciés, bah derrière, en termes de cartes, ça suit un peu moins peut-être. Ouais. Je sais pas comment toi tu le ressens, si tu as la même analyse ou pas. Ouais, c'est la même chose. Après, tu as quand même un avantage pour les États-Unis, encore une fois. C'est quand tu vas chez Costco ou dans n'importe quelle grande surface aux États-Unis, quand tu as le rayon Pokémon, à côté, tu as le rayon sport. Ouais. Où tu vas trouver des boîtes qu'on appelle retail, qui sont pas des boîtes hobby. Les hobby, c'est là où tu peux avoir les plus jolies cartes, les plus chères. Le retail, c'est la cereal box. Ça, c'est des blasters, des produits pas chers d'Apple. Mais tu le trouves en grande surface. Nous, tu vas dans un Super U ou dans un Auchan. Ah ouais, tu vas avoir du Panini même pour du collectionner Pokémon, les tu animaux galères. du zoo, mais ouais, voilà, c'est le ça. reste, t'as rien, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je parlais tout à l'heure, j'utilisais le mot socialement, structurellement, sociétalement, même dans la façon dont la société approche ces thématiques-là et ces sujets-là. C'est vrai que nous, en Europe, et je vais vraiment être pas gentil avec la France, même si les Jeux Olympiques se sont bien passés, blablabla, on les a préparés, on a fini 7e ou 6e au tableau des médailles. Certes, c'est un peu mieux que d'habitude, mais on n'est pas intrinsèquement, je suis désolé de le dire, ça me fait mal. J'adore le sport, je fais beaucoup de sport. On n'est pas un pays de sportifs en fait en France. Non. Et on met pas, et vraiment sociétalement parlant, on ne va pas dire, comme on a eu la discussion à midi, on ne va pas dire mon fils donne tout dans le tennis, donne tout non, tu peux pas. Le foot peut-être. Ah, ça, le foot en France, on est les meilleurs pour ça parce que machin truc. Ouais. Mais il n'y a pas de circuit. En fait, on ne peut pas gagner sa vie correctement dans le sport. Donc, ça fait peur aux parents. Les enfants ne sont pas forcément poussés dans cette direction-là. Alors qu'aux États-Unis, tu parlais des drafts, on peut parler des University League. Tu vis et tu peux gagner ta vie et tu peux jouer au sport universitaire aux États-Unis dans les meilleures infrastructures du monde au très haut niveau. Je parle de la natation, je parle du tennis, je parle du soccer, je parle du football américain, du baseball, j'en passe et des meilleurs. Et en plus de ça, en plus de pouvoir en vivre, parce que les universités vont faire des bourses, vont te permettre de continuer ton diplôme et permettre d'en vivre, tu vas avoir une vraie attraction, un vrai intérêt social pour le sport universitaire. C'est-à-dire qu'il y a des droits télévision, c'est-à-dire, parce que j'ai eu la chance de vivre un petit peu aux États-Unis, tu as les droits télévision, c'est diffusé partout, c'est mis en avant, c'est un truc cool, c'est social, tu vois. L'université, dès le lycée. Hein. Dès le lycée, les sports lycée, high school. Déjà très suivi. Hein. Déjà au lycée, ouais, t'as des stars de lycée et tout, des drafts. Et en fait, c'est tout un paradigme, tu vois. C'est tout un paradigme où je pense qu'en France, on est vachement en retard. Et en fait, c'est hyper caricatural, mais si tu fais pas ingénieur, médecin, avocat, les professions protégées avec un diplômant MDR, tu vois, tu t'es coincé, tu peux rien faire. Ça va être mal vu, alors qu'en fait, c'est juste insane de se dire que tu peux vivre de ton sport, tu peux vivre de ta passion, tu peux vivre de ce que tu veux. Et en fait, le monde du travail, c'est trop cantonné à truc machin, alors qu'aux États-Unis, encore une fois, socialement parlant, c'est ultra bienveillant, ultra mis en avant. Et je te dis, je suis allé voir les Bears de UCLA ou de je sais plus, je crois que c'était juste à côté de San Francisco. Je me rappelle plus quelle université c'était, mais je suis allé au stade, c'était la folie, c'était du football américain. C'était un match de ligue universitaire, mais c'était blindé et c'était la folie. Pom-pom girl, fanfare, et chacun de ces mecs-là sont incités à avoir une activité. C'est-à-dire que les pom-pom girls, bah, pareil, c'est quasiment des pros dans leur domaine, donc crédit universitaire, ça leur permet de valider des UE, ça leur permet d'avoir les études peut-être aussi moins chères. Les mecs qui jouent de la fanfare, qui font du saxo, c'est pareil, c'est insane. En vrai, aux États-Unis, le fait que ce soit ultra cher, ultra payant, c'est une chose, et pas forcément de la manière des plus positives, mais en tout cas la façon dont ils voient l'extrascolaire,
Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. En tout cas, aux États-Unis. Donc, ouais, en France, c'est plutôt la méconnaissance et j'espère que tu vas réussir à changer ça, que plein de monde vont réussir à faire changer ça. Un peu comme à ma manière, j'essaye, tu vois, avec les petits événements, les petits trucs, professionnaliser petit à petit aussi Pokémon pour changer l'image globale, en fait, pour faire que ce soit plus ancré dans la société. Bon, en tout cas, on espère que c'est ce qui va se passer parce que les sportifs français, tu vois, demain, Harold Maillot notamment, qui a fait, bah tiens, magnifique, actualité qui tombe à pic, il a fait un post tout récemment pour remercier un autre joueur français qui s'est désisté sur un tournoi pour qu'il puisse rentrer dans le tournoi principal, avoir le prize money, parce que tu vois, les joueurs de tennis en dessous de la 100e place mondiale, ils galèrent littéralement. Ouais, dans tous les sports. Hein. Dans tous les sports. C'est vrai pour le tennis, mais c'est vrai. On parlait de la natation tout à l'heure. Natation, en France, foot. les mecs qui sont dans la natation, à part si t'es dans l'athlétisme, dans la natation, au top, sinon tu galères. Bah, on peut regarder Manodou, Florent Manodou, il va retourner faire du handball. Enfin bref. Donc il disait Harold Maillot, on a beaucoup de graines à prendre, notamment ne serait-ce que les Européens du nord-est de l'Europe, les Danois, les Bataves, les Néerlandais. Il laisse par exemple la place dans les doubles mixtes ou doubles simples, hommes ou femmes, à des joueurs moins bien classés. C'est-à-dire qu'un joueur bien classé, un bon de zone schloop, tu vois, il va faire croquer un poteau 250e mondial avec lui en double dans un ATP 250, 500, 1000 pour faire croquer le mec et tu vois lui pour le propulser un peu. Ouais. Et en France, il y a pas ça, tu vois. Et donc en fait, c'est il y a plein de choses à mettre en avant. Et les athlètes devraient être peut-être même aussi des porte-étendards. Et peut-être qu'un jour, ça fera des synergies entre eux. Si les athlètes français se disent, ah bah tiens, vas-y, let's go, je signe dans une série, dans un truc, et vas-y, on me met en carte, etc. Ça peut me faire un truc en plus à côté. Ça peut être... Enfin bref, je pars dans des débats un peu plus philosophiques, mais je trouve ça super intéressant de voir les différences, notamment entre les États-Unis et la France de ce point de vue-là, quoi. Ouais. Bah, tu sais, dans tout ce qui est sport, ça marche avec un cachet aussi. Hein. Ils sont payés pour signer sur les sets. Certains le font, certains le font pas. Dans le tennis, à mon avis, les joueurs qui ont signé, je pense à Harold Maillot, c'est rigolo qui nous donne l'information quand il regardera le podcast. Si jamais il regarde le podcast, c'est grave. Je pense qu'il n'a pas touché grand-chose. Parce que c'est des joueurs qui sont pas connus aux yeux du monde. Nous, on connaît parce que c'est local. Et puis, ça vient de chez nous. Bien sûr. Mais en dehors de ça, il y a assez peu de gens qui suivent l'actualité de tous les joueurs. Parce que tu peux pas, il faut faire des choix. Mais quand tu es sur des grands joueurs de baseball, de NBA, il y a beaucoup de partenariats même avec des petites boutiques pour faire des séances de signature. C'est un truc qui se pratique. C'est ouf. Et on a une boîte en France qui fait ça qui s'appelle Rocksign. Ok. Ils sont à Marseille. Ah oui, j'ai entendu, voilà. je connais, ouais. Tout ce que j'ai en mémorabilia, ça vient de chez eux. Je connais, ouais. Et eux, ils organisent des séances de signature. Ils ont eu Olivier Giroud il y a quelques mois maintenant. Incroyable. Ils payent les sportifs pour faire ça. Alors Olivier Giroud, c'est un grand nom, mais ça aurait pu être... il y a eu dans l'UFC, Gann. Cyril Gann qui est venu avec eux. Ils ont eu, je crois, Fabrice Ngannou aussi qui a déjà fait avec eux. Ok, incroyable. Francis, pas Fabrice. Francis Ngannou, ouais. Mais c'est tous des noms qui sont très connus. Ils pourraient faire ça, eux, ou d'autres entreprises avec des gens moins connus, parce que franchement, je suis sûr qu'il y a une clientèle existante de l'objet de mémorabilia qui est juste au tout début en France. Mais je vais te dire un truc, moi qui suis un peu impliqué dans le foot en France et dans le tennis, tu vois, ce serait ouf, par exemple, je vais dire une bêtise, c'est peut-être pas la vision parce que en France aussi avec nos standards et nos croyances à la con là, c'est pas la vision associative de la chose, blablabla. Mais même si c'est pas associatif et que c'est un peu commercial, si l'asso elle a le droit d'avoir accès à, je suis désolé, tu vas au bar, tu vas au clubhouse, tu fais une petite boîte, tu fais kiffer les adhérents, tu fais kiffer, hop, maillot, truc, connaissance pour les gamins, les gens passent un bon moment, tu vois. Pour moi, c'est tout bénef. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est pas associatif, c'est pas ceci, c'est cela, c'est vous faites vivre Panini, les grosses sociétés capitalistes. Ouais, mais en vrai, tu vois, il y a plein de synergies à avoir. Ouais, c'est ça. Faut pas avoir que le côté négatif. Faut pas avoir que le côté négatif à chaque fois, en fait. Et c'est le problème qu'on a, c'est très pesant, tu vois. On a tous une censure interne, on peut pas dire ça, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Alors qu'en vrai, tu vois, là, moi, je suis en train de réfléchir. Je me dis, mais attends, mais c'est insane. C'est juste insane que mon président de club, qui est jeune, tu vois, une quarantaine d'années, que ce soit à Bar-le-Duc ou que ce soit dans le village juste à côté pour le foot, que moi, en 20 ans de foot et en 15 ans de tennis, j'ai pas vu un booster. Ou une affiche, ou une carte, ou un truc, tu vois, ce serait en vrai. Mais c'est pas dans la culture, je pense que lui, il connaît pas en fait.
Exactement, Ouais. exactement, on en revient au même point. C'est pas par méchanceté qu'il le fait pas, hein. C'est parce qu'il connaît pas. Mais tu prends même Ouais. dans les sports américains ouais. en France, j'ai fait partie d'un club de football américain pendant un moment. Un certain temps, ouais. Tu prends à Metz, il y a un club de softball, tu sais, la version du baseball. Il y a des sports américains qui se développent en France, un peu partout, hein. Je parle de Metz, mais c'est vrai partout en France. À aucun moment on parle de cartes à collectionner qui sont juste la base du truc aux États-Unis. C'est ouf. Tes idoles, elles sont sur les cartes, elles signent des autographes sur les cartes, elles sont à portée de main pour tout le monde, mais c'est méconnu. C'est clair. Et puis là, je me rappelle de certaines choses aux États-Unis. Tu vas voir un match de baseball, bah, tu as du merchandising dans tous les sens. J'ai sûrement vu les cartes. Oui. Je te jure, j'ai sûrement vu les cartes. Je me rappelle parce que j'étais pas autant à fond dedans en 2020, 2019. Des cartes de sport que là, je m'intéresse de plus en plus parce que dans Pokémon, pour différentes raisons, j'ai aussi un peu fait le tour. Donc ça m'a pas autant marqué à l'époque qu'aujourd'hui ça m'aurait marqué, mais je suis quasiment certain d'avoir vu, c'est quasiment sûr. Et aussi, ce que j'aimais bien, notamment au sport universitaire américain, les matchs que je suis allé voir, les tickets, des fois, ils font sous forme justement de cartons, comme si c'était comme. C'est pas exactement des cartes, mais tu vois, dans l'idée. Et je trouvais ça vachement marrant. Donc, non, c'est clair qu'il y a pas mal de choses à faire de ce point de vue-là. Après, on verra comment ça évolue, mais aux États-Unis, en termes de marketing et de commercialisation de la chose, de la communication, ils sont vraiment. Ouais, ils sont meilleurs. Ouais. C'est clair. Tu prends les stades de baseball, ça doit être vrai pour le foot américain aussi. Aussi, ouais. Quand tu rentres dans le stade, tu as des boutiques, et parmi les boutiques, il y a les cartes. Tu les achètes directement. En France, Panini a fait un truc, bien fait, mal fait, peu importe. Ils ont sorti Panini Score Ligue 1 l'année dernière et l'année précédente, avec des vraies cartes de foot de tous les joueurs, ou d'une grande majorité des joueurs de Ligue 1. Il en manquait, mais l'effort a été fait. Ils ont fait une série pour le foot français Ligue 1. Donc, il y a eu Metz, par exemple, avec des cartes de joueurs de Metz. Alors, nos amis marseillais, hein, si vous êtes là, vous avez été grave avantagés, parce que tous les autographes étaient chez vous, ou presque. Ah ouais. Il y avait des autos pour Paris, pour Marseille, mais alors les autres équipes, il n'y a pas eu beaucoup d'autographes. Bref, c'est pas pour taper dessus, c'est très bien d'avoir fait une série qui soit dédiée à la France, à la Ligue 1, ouais. Avec de la Ligue 1. Ça a vocation à être amélioré, parce que franchement, je pense que chaque personne dans sa ville a envie de trouver les autographes de ses joueurs, même si c'est des joueurs qui sont pas aussi connus que les Marseillais ou que les Parisiens. Bien sûr, ouais, non, c'est clair. Mais c'est un truc qui a le mérite de vivre. Et ça, c'est dommage que quand c'est sorti, il y a une boutique à Marseille, Magic Collectors, qui a eu une grosse partie du stock qu'on aurait dû trouver dans les supermarchés, dans les Micromania, et on en a vu très peu. Je pense que ça a été assez mal commercialisé par Panini. D'accord. Et c'est dommage qu'on l'ait pas trouvé un peu partout en France. C'était assez difficile d'accès. Mais ça, typiquement, tu le claques dans un stade en disant je te vends les cartes de tes joueurs que tu vas aller voir jouer maintenant. À quel moment ça se vend pas? Ouais, c'est clair. C'est clair. Les gens connaissent pas, c'est tout. C'est clair, tu les mets à l'endroit où les gens viennent voir du foot, tu les vends. Ouais, c'est clair. Ah, c'est un ensemble de choses, effectivement, qui font que peut-être qu'il y a une vraie méconnaissance. Donc, le travail que tu fais et que d'autres boutiques que tu as citées font, franchement, tu vois, c'est pas une mauvaise chose. En espérant, encore une fois, c'est peut-être un peu chauvin, il n'y a pas de mal à ça. En espérant que ça aide aussi nos sportifs français, tu vois, à terme. À être connus. Parce que, comme tu parlais de la natation tout à l'heure, moi, je vais te parler de l'athlétisme. Il y a un très grand sportif français qui s'appelle Félix Bourg, qui vient de ma ville. Lui notamment qui a couru le marathon olympique à Paris chez les pros, hein, pas le marathon du peuple, je sais pas quoi là, qui a fini 49e sur les 200 pros, tu vois, donc belle perf. Je sais même pas, tu vois, je le connais pas personnellement, mais je me demande comment il fait, tu vois, pour vivre de son sport, ne serait-ce qu'un joueur pareil, tu vois, de hand un petit peu costaud, un joueur de tennis un petit peu costaud. Mon prof de tennis, lui, en vit parce qu'il est embauché par le club. Mais tu vois, quand tu es professionnel et que tu es sur le circuit, soit français CNGT, soit sur le circuit ATP, bah voilà, s'il y avait ces petits à côté, si c'était un peu backup par des événements, comme tu dis, des signatures, si c'était un peu backup par une meilleure commercialisation des clubs, de plein de choses, s'il y avait de l'affiliation aussi avec la structure étatique, la FFT ou qu'importe quelle fédération française, bah en fait tout ça, ça peut, au lieu de partir dans les poches uniquement des éditeurs, que ça puisse aussi un peu faire manger nos sportifs. Et ça, tu vois, ça, ce serait une bonne chose aussi, quoi. En tout cas pour les cartes de sport. Parce que là, j'avoue, peut-être si vous, auditeurs, vous en avez marre de parler sport, de toute façon, on va parler un peu aussi de tout ce qui est Marvel et autres, ça va changer.
Mais ouais, sur le côté sport, je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai que ça pourrait faire du bien, quoi, à nos sportifs français. Et je suis sûr que pour les sportifs français, c'est pareil. C'est un manque de communication entre, d'un côté, des entreprises comme Rocksign, pour citer eux, parce que je pense que c'est les plus gros en France dans leur domaine, qui font signer des grandes box par des boxeurs. Ouais, ça pourrait très bien marcher sur des sports beaucoup plus petits. Tu prends un gars, qui sait aujourd'hui qui sont les plus grands joueurs de badminton en France? Personne. Tout le monde s'en branle du badminton. C'est clair, c'est Alors abusé. que si tu as une entreprise un petit peu costaud qui vient, qui communique en disant, bah tiens, là, on a le top 10 des Français dans un sport, le badminton, qui viennent, on a fait signer les raquettes de badminton, on va les commercialiser pour tu vois, une somme qui soit accessible à tout le monde. Et dans tous les joueurs de badminton en France, les mecs ils disaient putain, mais oui, c'est vrai, c'est lui, bah vas-y, go, on y va. C'est J'ai clair. un morceau de mémorabilia de sport d'un grand joueur dans mon pays du sport que je pratique. Puis là, tu parles de badminton, mais on va prendre par exemple l'exemple du ping-pong. À quel moment des raquettes des frères Lebrun, ça se vendrait pas ou des... Ah, mais ça se vend tout de suite, c'est ouf, tu vois. Mais et que ça ça soit soit même cher parce que voilà, c'est un exemple inverse. T'as compris. Ils ont une notoriété. T'as compris, mais pourquoi le truc, c'est que en fait, il faut qu'il y ait des étendards connus pour que ça fasse un effet de ruissellement et que personne n'y pense pour, tu vois, je trouve ça officiel. Mais bon, assez parlé de quart de sport. Tu fais aussi un petit peu de, alors moi j'y connais rien, pareil, je vais passer pour un énorme débile, mais c'est pas grave. Star Wars, Disney, Marvel. Est-ce que DC d'ailleurs, DC Comics font aussi des choses ou pas du tout? Ouais, ça arrive. Et c'est souvent Upper Deck qui est caché derrière tout ça. Okay. Upper Deck. Alors DC, ça existe depuis très longtemps. Hein. Batman, Tops en a fait il y a très longtemps, dans les années 80-90. Ouais. Ça a existé. Aujourd'hui, les licences majeures que tu vas retrouver dans le non-sport, c'est Marvel depuis assez peu de temps, parce que c'est Tops qui a repris la licence Marvel. Upper Deck l'avait depuis toujours, mais Upper Deck était beaucoup moins connu. Ouais. Ça, aux États-Unis, c'était connu, mais pas du tout dans le même engouement que là avec Tops, où c'est devenu mondial d'un coup, et ils ont mis un pied au cul derrière Marvel qui était propulsé devant. T'as les Crado, Garbage Pail Kids, qui reste une des top ventes en non-sport à l'échelle mondiale. Incroyable. Qui était connu chez nous dans les années 80. C'est incroyable. Hein, qui a disparu dans la nature après, mais qui existe toujours aux États-Unis. Ouais. Ok. Star Wars, évidemment, je pense que c'est la tête d'affiche. Hein. Là, en plus, Disney, Star Wars, c'est les deux les plus connus. Mais Disney, ça se caractérise par une vente qui s'est faite d'une boîte, une série qui est sortie par Tops l'année dernière. 100. Voilà, la série des 100 ans de Disney. Des 100 ans, ouais. De Disney 100 en Tops Chrome. Il y a Kakao qui fait aussi du Disney en produit, je crois que c'est fabriqué en Chine, Kakao. Chine ou Japon, je connais pas bien. Ouais. C'est un produit que je fais pas, mais qui, a priori, est aussi très bien. Ok. Et dans le non-sport, c'est majoritairement ça. Parce que dans le non-sport, là, j'avoue que Star Wars, avec la dernière sortie du jeu, c'est Star Wars comment déjà? Unlimited? Non, c'est pas Star Wars Unlimited. Si, c'est Star Wars Unlimited. Le TCG Star Wars. Le TCG, c'est ça, ouais. Qu'on a vu d'ailleurs au gala, etc. C'est ça. Et ben, j'avoue que, pareil, tu vois, j'ai beau adorer la franchise, j'avoue que je me penche pas trop sur le sujet. Et ça participe aussi à ce que je te disais tout à l'heure. Disney 100, Lorcana, ensuite les autographes Marvel, mais dedans tu peux aussi trouver Mickey signé. Enfin, en fait, il y a plein de trucs qui font qu'il y a un brouillard. Pas dedans, t'es Ah, c'est chaud, je te jure, c'est chaud. Si et c'est pour ça, je pense que ça va aider les gens vraiment à y voir plus clair. Pour bien différencier, t'as déjà les TCG. D'accord. Et les cartes à collectionner. D'accord. Collection égale pas de jeu. Tu collectionnes, tu mets dans un classeur terminé. Ou tu t'envoies chez PSA si tu veux regarder, mais ça sert qu'à ça. Bien sûr. Le TCG, il y a vraiment un jeu. Donc, Star Wars Unlimited, Lorcana, on est dans catégorie TCG. TCG, ok. Il y a aussi un aspect collection pour ceux qui le veulent, mais qui va être plus limité. La collection, ça va être les enchantés pour Lorcana et les cartes foil. D'accord. Qui vont avoir les différentes variantes, c'est ça. Il y en a que 3 et c'est tout. Star Wars Unlimited, j'en parlerai pas, je connais pas du tout. D'accord. J'ai jamais vu une carte. Donc je sais pas comment ça se présente. Je sais qu'il y a des cartes brillantes, pas brillantes, mais à part ça, je sais. D'accord. Pour la partie maintenant collection, il existe la carte de base avec, prenons une carte Star Wars. T'as ton R2D2 de base. Donc la carte, elle brille de façon un peu argentée. D'accord. Au-dessus, tu vas avoir la Refractor. Elle brille de façon arc-en-ciel. D'accord. Ensuite, tu vas avoir toutes les numérotations. D'accord. Donc la carte numérotée, si elle est numérotée sur 199, par exemple, elle va être violette, il y aura les numéros 1 à 199 sur 199, donc 199 cartes produites pour cette numérotation. Et souvent, c'est des numérotations qui démarrent de
très haut qui descendent jusqu'à la 1 sur 1. Donc de 499 jusqu'à la 1 sur 1 avec des déclinaisons de 399. Et plein de couleurs différentes. En gros, 2000 cartes. Ouais. Numérotées pour une base quand il y en a 150 à 300 sur un set. D'accord, ouais. C'est pour te donner un peu l'étendue de la production. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est des gigantesque. Millions de boîtes qui sortent quand il y a un produit comme ça qui est mis sur le marché. Pour ces séries-là où les numérotations montent très haut. Quand c'est des séries où il y a des acteurs physiques derrière, notamment dans Star Wars, il existe aussi la carte autographe avec l'autographe de l'acteur qui joue le personnage. Sur Star Wars, tu vas pouvoir retrouver des séries même maintenant où tu vas retrouver des signatures d'Harrison Ford. Parce qu'ils vont rééditer des cartes, des illustrations de l'époque, des premiers films où il va être dessus. Et c'est ces autographes-là qui vont être les plus chassés, qui vont coûter le plus cher. Dès que tu es sur les personnages majoritaires, c'est ce qui va valoir une blinde. Quand tu es sur les Darth Maul, Dark Vador, pareil. C'est très cher. Même sans l'autographe, avec des petites numérotations. La numérotée sur 499, ça vaut pas cher. Hein. Bien sûr, bien sûr. On va dire que c'est dans le portefeuille de tout le monde. Bien sûr. Numérotée sur 25, sur 10, sur 5, la 1 sur 1, non. Ça s'adresse à une élite de collectionneurs qui ne cherchent que ça et qui ont une enveloppe conséquente qui leur permet d'y accéder. Ouais. Très intéressant. Très intéressant. Donc en fait, pour tous ceux qui nous écoutaient et qui ont pas forcément un pied dans les cartes sport, non-sport, donc on a la séparation TCG, collection, et après on a cette déclinaison sur comment la rareté, comment sont articulées les choses dans ces différents mondes. Bah en tout cas c'est super d'avoir ça parce que moi déjà j'y vois plus clair. Donc j'espère que vous aussi. J'avoue que perso j'étais perdu complet et le Disney 100 ans, moi j'avoue que je comprenais pas en fait. Lorcana, Disney 100 ans. Disney 100 ans, je peux pas en parler en bien, j'aime pas. Ok. Bon. Ça va un peu contre l'avis de tout le monde parce que ça a été une série très très appréciée, ouais. Ok. Mais moi l'autographe de Pluto il me dérange. C'est vraiment, ça me gêne. Hein. Ouais, je comprends. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de ma gueule quand je vois ce genre de produit. Ouais. Ah, mais on n'en est pas loin, en fait, finalement. C'est comme je disais, c'est un ensemble de choses entre les produits extrêmement élitistes, les loteries. On t'empêche carrément de donner l'argent à l'entreprise. Ensuite, avec l'histoire qui est racontée, qui est ultra puissante, qui a biberonné toute une génération, etc. La puissance marketing de ces entreprises-là. Je veux dire, la signature de Pluto, bon bah écoute, effectivement. Mais c'est vrai que il y a un public, hein, parce que ça a montré, un public, on est d'accord. Des gens qui ont acheté ça, on est d'accord. Et pour dépenser 5000 balles dans un autographe de Pluto, quoi. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Va à Disneyland, fais signer ta photo de Pluto, quoi. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Après, je dis ça, mais comme on pourrait dire pour nous, va voir le joueur, fais-lui signer la carte. Ça bien sûr. 1 sur 1 à 100 000 balles. Et pourtant, en clip de première, moi je vais acheter la vraie carte. Bah ouais. Sortie en top ou en panini. Parce que après c'est sur un joueur physique, donc à la limite ça c'est vrai que c'est moins dérangeant, mais quand c'est un personnage, c'est comme si demain Pokémon nous sortait des cartes signées par Dracofeu, tu vois. Bien sûr, ouais. Ce serait oufissime de voir ça un jour si jamais ça existe. Je me dis mais demain ça existe, j'achète plus une série récente quoi. Là c'est ça va Pokémon ne le fera pas, mais si Topps vient à reprendre la licence Pokémon comme ils l'ont eu il y a quelques temps sur une série, tu sais. Topps, il y avait série 1, série 2, jusqu'à Johto, là. Ouais. Ça, si ça sortait aujourd'hui, il y aurait le Topps Chrome et il y aurait l'autographe de Sacha, il y aurait l'autographe de Pikachu. Hein. C'est ouf. Et ça se vendrait. La folie, je pense. Comme des petits pains. Ouais, c'est clair. Ce serait sold out day one, c'est sûr. C'est ouf. Non, c'est ouf, mais franchement, on a vraiment bien vu un peu toutes les différentes choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais toi ajouter un peu là pour terminer avant que le podcast fasse 3 heures? Je me suis mis juste à la place des gens qui ont regardé, qui sont que dans Pokémon, ils doivent être déçus parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Non, je pense pas. Je pense qu'ils ont apprécié quand même. Mais c'est vrai que c'était très tourné autour du sport. Sport et non-sport. Sport et non-sport. Mais bon, je pense que les gens ont besoin de connaître pour ceux qui n'ont pas du tout la connaissance. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, je comprends que ce soit flou, mais complet, quoi. C'est tellement disparate comme marché. Tout à fait. C'est dur de comprendre d'où ça vient. Déjà, quand tu regardes sur eBay, tu vois toutes les cartes, tu sais pas d'où elles viennent, de quelle série. Tu comprends pas. C'est dur, vraiment, c'est très dur, je t'assure. Ouais. Et là, vraiment, personnellement, je dis pas ça parce qu'on est là tous les deux en physique. Vraiment, j'y vois plus clair. Donc, je pense honnêtement et sincèrement que nos auditeurs les plus avertis, les fidèles, les pas fidèles, je pense que même ceux qui écouteront jusqu'au bout vont vraiment en apprendre plus. Sur les cartes de sport, et je pense que c'est important, et les non-sports aussi, parce que j'ai bien compris, les amis, TCG,
jeux à jouer et les jeux spécifiques Les pas jeux, quoi. Les pas jeux, les spécifiques à collectionner. Spécifiques jeux, spécifiques à collectionner. Pour les 4 pelés qui sont restés jusque-là, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on les lira et on y répondra. Grave, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Si vous voulez poser des questions, on y répondra tous les deux. Et en attendant, je te laisse donner toutes tes infos, une dernière fois encore, une bonne fois pour toutes. Sur tous les réseaux, c'est Siramor. 6.ra.mort. Sur Instagram, TikTok, qui est un vieux duplicat de Instagram, parce que TikTok, j'aime pas du tout. Sur Voct, c'est pareil, Siramor. Et le site internet, c'est Six Cards, pour ceux qui veulent aller voir ce qui s'y trouve, notamment les Mystery Bobo. Magnifique. Merci beaucoup, Romaricain. C'était un plaisir. Merci, Price. Merci, les amis, d'avoir écouté. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut Ciao. tout le monde.